Comment ça va, Émilie? Ça va très bien et toi? Ça va super, je suis vraiment ravi et très content que tu sois là. Moi Merci aussi. beaucoup. Merci beaucoup, de me faire l'honneur de cette invitation et de venir sur, le podcast OK Let's Go. J'ai pas envie que tu te présentes, j'ai envie moi de te présenter Ah bah, chouette, vas-y, je t'en prie. et tu me diras si, ben, j'ai oublié des choses dans, ton parcours qui est incroyablement riche, Ah vraiment. merci. Bah, je t'en prie, j'ai vraiment apprécié, plonger un petit peu dans ton univers et du coup, ben, je vais te présenter. Tu t'appelles Émilie Le Fatan. Tout à fait. Tu es une coach certifiée, tu es une coach professionnelle et tu es formatrice d'enseignants depuis, 2014. Ça fait déjà 10 ans, incroyable. Et avant ça, bah, tu as eu 1000 vies parce que tu as été professeur des écoles pendant 15 ans. Ouais. C'est assez incroyable. Tu as un podcast qui est, excellent, qui s'appelle «Mes trucs de prof» et que je conseille fortement à tous les profs qui nous écoutent parce que, tu abordes tellement de thématiques. Déjà, tu as fait plus de 160 épisodes. Je trouve que c'est une très jolie perf. Enfin, la plupart des podcasts, je crois, ils dépassent pas les 10 épisodes, si je dis pas de bêtises. Tu en as fait 16 fois plus, c'est incroyable et tu apportes tellement de valeur aux enseignants, c'est-à-dire que tu vas, arborer tellement de sujets. Entre, il y a quelque chose qui t'est, très cher, je pense, c'est le bien-être personnel et le bien-être des élèves. Ça revient beaucoup. Mais tu peux parler de neurosciences, tu as énormément d'invités qui viennent, aussi apporter leur expertise, tu donnes des conseils à la fois pédagogiques, techniques, numériques. Bref, c'est vachement riche et tu publies à peu près un épisode par semaine, hem et encore une fois, bravo parce que faire plus de 160 épisodes, eh ben, c'est, vachement inspirant. Il y a quelque chose aussi qui, t'est très cher, j'ai l'impression, c'est l'équilibre pro perso qui revient, quand même, pas mal Ouais. et tu interviens également dans différentes structures, notamment une structure qu'on a en commun, qui s'appelle, bah, Brio Concours, hein, mais tu es, sollicité, à droite et à gauche, notamment parce que voilà, on reconnaît ton expertise et tes valeurs et ce que tu prônes. Tu as écrit un livre qui s'appelle, Gestion de classe aux éditions, de L'Opportun. Motiver les élèves, communiquer avec les familles, s'organiser et planifier, ben, tout un panel, hein, dans lequel, bah, tu permets à des profs de, mieux gérer la classe avec des outils simples, opérationnels et concrets, et également tu proposes différents coachings dans ta palette, à savoir, bah, voilà, des coachings autour de la direction, autour des rendez-vous de carrière et autour de l'équilibre vie perso. Bravo pour ton parcours, c'est vraiment un véritable honneur que tu sois là aujourd'hui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Émilie? Merci, bah, bravo pour ton enquête. Je m'attendais pas à ce que tu en saches autant. Ouais, ouais, ouais et je crois qu'on intervient aussi, tous les 2 chez, Eduscopy aussi. OK! Ah ben, grosse dédicace à Chloé également, chouette fille. Mais c'est incroyable. En fait, c'est un petit monde, hein, tu sais, on se connaît tous Ouais. finalement, hein. Je devrais faire un podcast avec, Émilie qui fait l'école, enfin, on se connaît un petit peu tous. En tout cas, merci d'être là et bravo pour, ce que tu fais. Alors moi, la première question que j'ai envie de te poser, Émilie, tu sais, dans OK Let's Go, on parle beaucoup de concours. Tu vois, c'est vraiment, un petit peu la ligne directrice. Mais là, j'ai envie qu'on sorte un petit peu de ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être formatrice? Est-ce que ça t'est tombé dessus? Ou alors est-ce que c'est un cheminement qui a été logique pour toi? Alors, en fait, quand j'ai toujours enseigné en éducation prioritaire. Et là où j'enseignais, c'était un choix, avant même de passer le concours, c'est là que je voulais aller. Hem et en fait, souvent dans l'école où j'étais, les gens qui arrivaient, venaient pas par choix, se retrouvent en difficulté avec, le public d'élèves. Les formateurs et les formatrices, ils étaient plutôt dans les écoles, on va dire, de centre-ville. Hem et moi, en plus, j'avais eu, la chance d'avoir une super formatrice, des super formatrices, à l'IUFM, jadis, heu, que j'ai apprécié ma formation, j'ai adoré apprendre et en fait, je me suis dit, mon 1er élan, c'était de se dire: «Bon, ben, faisons venir la formation aussi en éducation prioritaire». Hem pour que les gens viennent voir. Donc c'était mon 1er élan. J'avais aussi envie de partager et alors je me suis pas dit pour moi devenir formatrice c'était pas, contrairement à beaucoup de croyances, en fait on est un super prof donc on devient formateur. C'était plutôt, en fait on apprend tout le temps et moi j'ai envie de désacraliser un peu ça et de faire en sorte ben que être formatrice, ce soit plus un partage et qu'on avance tous, ensemble. Donc voilà, pour moi devenir formatrice, c'était plutôt, une occasion de partager, de continuer de réfléchir et de faire venir,
les personnes là où j'étais. OK, super. Alors, pour ceux qui ne savent pas, pour les jeunes, qui nous écoutent, bah, aujourd'hui, vous avez l'INSPE. Avant, vous aviez eu l'ESPE et avant ça, vous aviez l'IUFM, donc Et voilà. l'institut Et du avant, je t'en prie. l'Institut universitaire de formation des maîtres. Et puis C'est avant ça, les plus anciens encore, ils étaient à l'école normale. Ah ouais, exactement, ils étaient à l'école normale, incroyable, hein. Tu dit quelque chose, tu voulais amener les gens, dans ton environnement. Est-ce que, tu vois, moi-même, j'enseigne en STMG et cetera, donc on peut avoir des réflexions, tu sais, notamment, dans des établissements, dits prioritaires et cetera. Est-ce que tu as senti quand même des stéréotypes vis-à-vis, des enseignants, avant qu'ils découvrent justement, l'environnement dans lequel tu travaillais? C'est-à-dire peut-être une réticence à aller vers ces établissements-là ou alors, des appréhensions qui n'étaient, pas forcément fondées, avant justement tu les formes à venir dans ton environnement? Est-ce que tu as vu des stéréotypes? Bah, évidemment, ouais, il y a plein de déjà moi, enfin, cette école, c'est marrant, enfin, tu me fais remonter dans des souvenirs là. Cette école en fait, moi je voulais aller en éducation prioritaire et parce que, déjà je suis OK, issue de l'éducation prioritaire, j'ai ouais, fait ma scolarité en éducation prioritaire OK. et hem et hem et j'avais envie de, si je voulais aller en éducation prioritaire, c'était juste pour dire, bah, en fait, pour moi, les élèves, où d'où qu'ils soient, ils ont tous, le même potentiel, tout le monde, enfin voilà, décoller l'étiquette, quoi. Et oui, en fait, quand j'ai demandé, donc j'ai fait le choix d'aller dans cette école, heu, il y a des gens qui m'ont dit: «Mais, ça va pas la tête, tu veux faire de l'humanitaire?» Enfin, j'étais choquée. Non, mais vraiment. Oh mon Dieu! Non mais voilà et donc en fait, il y a des évidemment des a priori, des idées reçues, Mmh. des craintes, des peurs. Hem, J'irai pas jusqu'à dire qu'elles sont infondées parce que forcément elles viennent des difficultés que les gens Bien sûr. rencontrent elles viennent de la différence, qu'il peut y avoir entre, ben, les habitudes, la posture des élèves, enfin voilà. Il y a Mais donc oui, une fois quelqu'un m'a dit, heu: «Ah ça se voit ça se voit qu'on est en éducation prioritaire parce qu'on crie et en éducation prioritaire, on crie». C'était une croyance, voilà et donc du coup, ce qui renforçait en plus, c'est-à-dire que comme elle criait, elle se disait: «Ben, si je crie c'est dans cette classe, c'est parce Mmh. que je suis en éducation prioritaire et on remet pas en question, les modalités, quoi». Donc oui, il y a des et en même temps, ben, les difficultés qu'on rencontre, hem, obligent aussi à se questionner autrement, à trouver d'autres réponses, d'autres façons de faire. Il y a des modalités qui passent moins, des petites erreurs de gestion de classe, qui passent moins. Des fois, je vais dans des classes et je me dis: «Bon, bah, franchement, les élèves, ils sont plutôt sympas» parce que là, c'était, heu, ils à d'autres endroits, les élèves, ils auraient pu retourner la classe, heu, voilà. Donc J'adore quand on s'est dit non, mais c'est vrai, tu sais, je sais pas si tu as vu là récemment, parce que tu parles de retourner des classes et de gestion de classe. Il y a une vidéo qui a fait un petit peu le buzz où tu voyais je sais pas si c'était des collégiens ou des lycéens qui se filmaient en train de retourner une classe, etc. ah non, Et, j'ai pas euh, vu. et en fait, enfin bref, tu as des profs qui témoignaient là-dessus, etc. Mais je veux dire, moi, tu vois, qui est enseigné dans des zones vraiment dites sensibles, prioritaires, enfin appelez ça comme vous voulez, hein, enfin voilà, Ouais, ouais. imaginez les adjectifs que vous voulez. C'était inenvisageable d'avoir un tel comportement de la part des élèves, en fait. Et je pense que, je sais pas ce que tu en penses, parce que bah voilà, tu es spécialisé en gestion de classe également. Je pense que instaurer un cadre, en fait, je pense que notre taf, il est autour de la communication. Et qu'en réalité, et d'ailleurs, je voudrais bien avoir ton avis là-dessus, je trouve que le passage entre l'obtention du concours et l'appréhension du terrain, elle est complètement dingue. C'est-à-dire que, tu as un concours et je trouve que de plus en plus, je sais pas ce que tu en penses et j'ai besoin d'avoir ton avis, l'obtention du concours ne prépare pas la réalité du terrain et encore moins dans cette partie justement gestion de classe et cetera. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou au contraire, tu trouves que, ça se vérifie de moins en moins? Ah non, je suis entièrement d'accord. Déjà, la préparation au concours, elle prépare au concours. Heu, En fait, dans la formation, on est surtout focalisé sur et en même temps, à juste titre, parce que l'un ne va pas non plus sans l'autre, hein, Bien on sûr. peut pas avoir que de la gestion de classe si on n'a pas les contenus derrière. Mais,
on est très focalisé sur tout le côté un peu du curriculum, quoi, le contenu, les enseignements, la didactique, la pédagogie. Et en fait, quand ça pêche, de toute façon, il y a une partie de l'autorité disciplinaire qu'on n'a pas. Il y a une partie il y a des, on va être, comment dire, mis en difficulté aussi. Là-dedans. Et ce qui fait que quand on arrive en classe, en fait, on est en surcharge cognitive. Notre attention, elle est divisée dans plein de choses. Et donc, si ça, c'est pas bien installé, de toute façon, ça va être compliqué. Sauf qu'il y a tout un aspect sur la gestion de classe qu'on finit par découvrir un peu sur le tas. Et ce qui est dommage, c'est que ça va du coup dépendre de chaque personne, de son passé, de son passé, de son tempérament, de son rapport au cadre, de son rapport à l'autorité, de sa vie, de son regard aussi. Et c'est là que, en éducation prioritaire, moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que le regard qu'on a sur les élèves et sur le public et sur l'école et sur le contexte, il façonnera aussi notre façon d'appréhender les choses et de vivre les événements. Entièrement d'accord. Rapport à ce que je disais tout à l'heure sur on crie donc. Voilà. Mais du coup, la gestion de classe, c'est tellement de choses enchevêtrées, tellement de paramètres enchevêtrés, qu'il suffit des fois de jouer sur un des paramètres pour bouger les choses et faire effet domino. Et ça manque parce que, et d'ailleurs c'est marrant parce que j'enregistrais hier un épisode que j'ai pas encore monté, ce sera l'épisode 164. Mais en story là dont tu parlais, etc. Ouais, c'est ça. Okay. Et ben du coup, là j'y parle de la place des émotions. En fait, il y a tout un côté intrapersonnel qui entre en jeu dans la gestion de classe. Complètement. Et ça, c'est pas du tout accompagné ni préparé. Et c'est ça qui parfois fait la différence. Quand j'accompagne souvent des gens sur la gestion de classe, ben en fait, c'est comment on a beau donner des recettes ou des techniques d'ailleurs qui sont jugées comme efficaces avec des données probantes, etc. D'enseigner explicitement les comportements, de poser un cadre, d'avoir des règles, comment faut faire, etc. En fait, si on ne va pas travailler la dimension intrapersonnelle, les émotions, les croyances, les valeurs de la personne, comment elle se sent dans telle situation, ça va, de toute façon, il va manquer quelque chose. Je suis vraiment d'accord. Mais tu sais quoi, j'ai un exemple, il m'est irrésistible d'en parler. Tu sais, j'étais à Marseille la semaine dernière. Oui, non, c'était lundi, parce que le temps passe vite. J'ai vu dans tes stories. Ouais, en fait, c'était extraordinaire parce qu'il y a des élèves d'une zone très sensible, hein, les quartiers nord de Marseille, etc. Tu vois, enfin voilà, personne veut aller là-bas, hein, donc moi j'y ai été. Et en fait, si tu veux, au début, il me disait oui, monsieur, on veut vous rencontrer. Il y a notre prof qui nous a lu un article de presse sur vous. Votre parcours, il est vraiment intéressant parce que vous étiez le plus nul. C'est vraiment ce qu'elle m'a dit. Hein, vous étiez le plus nul et finalement vous avez réussi à faire quelque chose. Je dis bah écoutez, vous êtes bien gentil, mais vous êtes à Marseille, quoi. Voilà. Il me dit, et puis donc, je dis, c'est un peu loin. Il me recontacte une semaine après. Il me dit, non, monsieur, vraiment, on a besoin de vous rencontrer parce qu'on est une génération, et vraiment, c'est ces termes, on est une génération sombre et on se sent pas bien. Et enfin, c'était une mission d'y aller. Donc, j'ai dit, j'y vais. Et là, elle me dit, en plus, on s'est cotisé pour vous payer votre billet de train. J'ai dit, gardez votre argent, je vais venir. Il n'y a pas de souci. Donc, je t'explique la situation. Je voyais deux classes, de 14 à 15 et une autre classe de 15 à 16. Première classe, prof enjoué, ça s'est super bien passé. Les élèves participaient, enfin bref, c'était bienveillant. Et moi, j'ai surtout insisté, je n'ai pas de stéréotypes sur vous, je vous ne connais pas, si ce n'est que je ne pense que du bien de vous. Parce que c'est vraiment l'appréhension que j'ai face à une nouvelle classe. Ils s'en vont. 2 autres classes viennent. Les profs, en rentrant, mais vraiment, hein, je te caricature pas. Les terminales, vous vous mettez devant, vous savez pas comprendre une consigne en français, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, dépêchez-vous, mettez-vous devant. Donc je regarde comme ça. Elle me dit pas bonjour, les 2 profs ne me saluent pas, je vais les saluer. Je dis bonjour, elle me regarde pas en me serrant la main. Je dis vous allez bien? Oui, oui, ça va. Très froide, très fermée, etc. C'était nul. Et en fait, je me suis dit, mais comment tu veux donner l'envie d'écouter une conférence à tes gamins si toi-même tu es en train de traîner les pieds et si tu les considères comme ça face à un inconnu? Je n'imagine même pas la considération de ces élèves-là à huis clos en fait finalement. Et donc je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui prennent les choses personnellement dans ce métier et qui ont justement peut-être un travail sur leurs émotions, sur leur regard, sur leur propre histoire à faire
pour pouvoir gérer la classe. Et du coup, il m'est irrésistible, je veux faire une capsule là-dessus parce que vraiment, faut qu'on en parle. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te vient souvent, justement, des personnes qui en réalité veulent mettre des techniques en place, mais le vrai problème vient de même de leur histoire, quoi? Ouais. C'est l'objet de mon prochain livre. C'est vrai? Ouais, c'est Tu vrai. peux nous spoiler Euh, le titre ou pas? oui, oui, c'est enseigner selon son profil. Et l'idée, c'est de travailler sur la connaissance de soi en Mmh. tant que prof pour pouvoir mieux se comprendre et après, bon, bah, débloquer d'autres choses. Mais c'est déjà se Super. questionner, en fait, sur plein de choses qui nous concernent, nous, en fait. Faire une bonne Et introspection, quoi, avant de ouais, ouais, finalement. exactement. Ouais, je remets. Et en fait, bah, je peux te donner plusieurs exemples. Souvent, enfin, j'ai déjà eu plusieurs fois des personnes qui viennent avec, par exemple, difficulté à poser du cadre. OK. Voilà. Et en fait, ce qui les empêche de poser le cadre, c'est la représentation qu'elles ont de ce que c'est que poser le cadre. En gros, si je grossis les traits, si je pose le cadre, faut que je pose des règles. Si je pose des règles, je vais frustrer les élèves. Si je frustre les élèves, ils vont pas m'aimer, je serai méchante. Et donc, ben du coup, au moment où il faut poser le cadre, j'arrive pas à l'incarner et à y croire vraiment. OK. Tu vois. Autre situation, si je suis euh, ça se passe pas bien dans ma classe. De toute façon, les élèves sont mal polis, il y a rien à en tirer. Ils sont mal élevés et c'est comme ça sur cette génération-là depuis des années et nanana, nanana. Du coup, regard sur les élèves qui biaisent en fait toute possibilité de, de, qui empêche toute, enfin, créativité, qui va en quelque sorte déterminer de toute façon l'émotion que je vais ressentir, quoi qu'il se passe dans la classe. Si je suis dans un état émotionnel comme ça, quoi qu'il se passe, quel soit l'élément déclencheur, je vais avoir une émotion qui va être qui va être dans la lignée en fait. Pas Mmh. contente, agacée, frustrée, blasée, etc. Et donc, ben, je vais réagir de la même manière. Je crois que je digresse par rapport à ta question, Non, mais mais c'est très intéressant. Au contraire, digresse, n'hésite pas, tu vois. c'est super intéressant. Et donc, et donc du coup, enfin, souvent c'est ça en fait, c'est aller dire et si tu regardais les choses autrement, et si enfin parfois c'est changer le contexte émotionnel. De quoi tu as besoin pour arriver de manière enthousiaste à l'école? Il y en a, Mmh. c'est autre chose. Hein. C'est j'arrive, je suis un peu stressée, pas par les élèves, mais par le contexte de l'école, par mon contexte familial. Il y en a, Mmh. ça va être changer le regard sur les élèves. On m'a dit que c'est, enfin en fait, quand on arrive dans l'école et qu'on nous dit alors franchement, les CM1 que tu vas avoir, je te souhaite bien du courage parce que c'est une génération qu'on se refile depuis qu'ils sont en CP, ils sont ingérables. Ben là, après, et là, ça dépend aussi de chaque personne. Ben Mmh. soit du coup, ça attise ta panique. Et donc, ça te met dans une situation compliquée. Mmh. Soit, au contraire, t'es un peu en mode challenger. Ok, moi, j'ai trop envie que ça se passe pas comme ça avec moi, et tu prends le contre-pied. Mmh. mais enfin voilà, c'est des éléments et qui vont intervenir et avoir impacté tout le reste de la gestion de classe. Ouais. Et tu parlais de technique, donc j'ai déjà eu des coachings où des personnes arrivent en me disant ben voilà, j'ai vu telle technique, je veux mettre en place telle technique. Par exemple, on m'a dit qu'il fallait que je mette en place un système de comportement. Je viens pour être coachée pour réussir à C'est mettre un ça. système de comportement dans ma classe. Et du coup, moi, je prends toujours, et je trouve ça en plus hyper intéressant parce qu'en plus, dans ma posture de coach, je dis pas fais ça, fais ça, fais ça. Je suis pas en mode consultante Mmh. à donner des. Je sais que chacun s'emparera de ce qui lui parle, et donc parfois, ça m'est déjà arrivé de coacher des gens qui voulaient mettre en place des trucs que moi personnellement, j'aurais jamais fait dans ma classe. OK. Mais par le questionnement, etc., bah, souvent, les personnes, elles arrivent avec une idée et elles font pas du tout ça à la fin. Et c'est pas moi qui les amène à ça. Je comprends. C'est-à-dire que, ben, parfois, elles se rendent compte que, ben, ouais, je veux le faire parce qu'on m'a dit de le faire, mais en fait, j'y crois pas. Et donc, Mmh. du coup, des fois, c'est, bon, ok, comment tu veux le mettre en place? Hein, comme ça, comme ça, comme ça, ok. Ça te semble intéressant, tu te sens motivé pour le faire? Ouais, Ouais. ouais, je vais le faire comme ça. La séance d'après, ben, je l'ai pas fait. Ah bon? Et pourquoi tu l'as pas fait? Oh, parce qu'au dernier moment, machin. Ou alors, je l'ai fait et ça a pas marché. Ok, qu'est-ce Mmh. qui a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Et, et parfois, du coup, on se rend compte qu'en fait, bah, c'est pas une technique qu'il fallait. C'était juste
assumer de faire à notre façon, ou c'était assumer de ne pas avoir envie de faire ça et de faire autre chose, ou bien se rendre compte que en fait c'est pas le système qui pose le problème, c'est le rapport à la règle. Si j'ai du mal, Exactement. en fait, si je mets un système en place pour pallier le fait que j'aime pas poser de règles, ça marchera jamais. Bah, bien Enfin, sûr. que j'aime pas, tu vois, si je ferme les yeux, que je regarde, je ne peux pas dire à un élève, juste sans le sanctionner, sans avoir de système: «Écoute, je t'ai demandé de t'asseoir, assieds-toi». Sans voilà, et ben, ça va être compliqué parce que du coup, le système, il va venir juste, permettre d'essayer de se cacher davantage. Dire: «Heu, tu pas assis, t'as une croix, t'es pas», enfin voilà. Ouais. Donc Super épanouissant. Non, mais voilà, enfin, je comprends ce que tu veux dire. Après, je pense que justement, ces personnes-là ont une grosse appréhension et que justement, ils essayent de se réfugier dans ça et beaucoup pensent qu'une autorité, ça s'impose. Or, à mon sens, hein, aujourd'hui, et je parle sous ton couvert, ça se construit. C'est Guy Rousseau, hein, qui parle de ça, du contrat didactique et je pense qu'il faut une approche flexible et tu sais, tu parles de ça, moi, en salle des profs, j'entends ces phrases, hein: «Ah, ils sont sympas pour des STMG». Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Tu vois? De ce genre de stéréotype. Enfin, je veux dire, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup de profs qui avaient des difficultés dans leur classe, en réalité, un, ils ont des stéréotypes et deux, ils vont nourrir des appréhensions avant un cours. C'est-à-dire qu'ils vont être dans une démarche proactive où ils vont se dire: «Ah, je suis sûr si un tel est là, ça va mal se passer. Ah, je suis sûr que si je rends les devoirs, ça va mal se passer». Mais moi, je suis convaincu d'une chose, on provoque le fondement de nos croyances finalement et donc si tu es convaincu que ta prof, elle va, comment dirais-je, vivre la situation telle que tu la vis dans ta tête avant qu'elle ne prenne place, bah, il y a de grandes chances que ça se réalise dans les faits. Et je pense qu'effectivement, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais on a un véritable, moi aussi qui forme, travail de déconstruction à faire. Parce qu'on a des croyances qui sont fortement ancrées, notamment par le passé de ces personnes-là, peut-être le rapport aussi à l'école. Mais j'ai l'impression que les profs sont vraiment ancrés dans leurs croyances et de ce qu'ils pensent vis-à-vis de leur classe, quoi. alors je nuancerais, juste, je suis d'accord avec toi et pas d'accord en même temps. C'est mon Trop souci bien. du détail. Mais je suis d'accord avec toi, mais je dirais pas j'utiliserais pas forcément déconstruction, parce que ça sous-entendrait peut-être qu'il y a qu'une seule façon de faire et qu'il faut déconstruire pour reconstruire, tu vois? Ça pourrait sous-entendre ça, OK. et que des fois, c'est juste mettre de la lumière et de la clarté sur juste, c'est pas forcément à déconstruire, mais à faire avec, tu OK. vois? Mmh. Et je veux dire, si tu as peur de, je sais pas, tu peur de tel type de comportement en classe, j'ai pas d'exemple précis qui me vient en tête, mais bon, bah, peut-être que l'idée, c'est pas de déconstruire tout de suite, la peur, c'est de Bien dire: sûr. «OK, prends conscience que tu as peur, prends Mmh. conscience de ce que ça te fait faire, du coup, Mmh. comment, tu peux soit faire avec déjà dans un premier temps, ben, et ne pas, enfin comprendre comment, cette peur finalement elle génère d'autres situations, tu vois? Mmh. Ah, bien sûr. Et après on déconstruit ou on déconstruit pas selon ce qu'on identifie. Parfois c'est Mmh. juste, se rendre compte que c'est une singularité, Mmh. tu vois? Mmh. Et que c'est comme ça, tu vois? Parce que, et j'ai déjà travaillé avec, quelqu'un, par exemple, qui avait une autre posture que la mienne vis-à-vis, de l'autorité, de comment, voilà, le cadre, qu'elle veut dans sa classe. Bon, Ouais. bah, c'est OK, en fait. Hem, on peut avoir envie d'avoir une classe un petit peu, qui bouillonne, voilà, et puis avoir envie que, ben, dans sa classe, ce soit, calme, que rigoureux, etc. Mais c'est du coup, à partir de ça, comment je fais pour pouvoir avoir ça de manière aussi bienveillante? Qu'est-ce Mmh. que je vais mettre en place dans mes modalités qui le permettent? Mmh. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ah si, clairement. Après, tu vois, par rapport à ça, moi, quand je parlais de déconstruction, je parlais vraiment de ce qu'on peut penser des élèves. C'est-à-dire, j'ai des STMG, Mmh. donc forcément, ils vont faire un zoo, tu vois? Mais par contre, par rapport à ce que tu dis là, alors moi, déjà, je sais pas toi, hein, mais moi, je préfère les classes qui bougent un peu parce que, voilà, enfin, pardon, ne m'en voulez pas pour cette illustration, mais parfois, je leur dis: «On n'est pas dans un EHPAD, les mecs, s'il vous plaît, quoi». Enfin, voilà, surtout à 8 heures du matin, mais il y a rien de péjoratif là-dedans, hein, c'est pour les faire rire. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, je pense que c'est aussi notre rôle finalement,
de s'adapter au profil de la classe. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, on me pose la question, on me dit, oui, j'ai fait mes progressions dès août. Bah, pardon, mais moi, la progression, elle va se construire aussi en fonction de l'analyse de mes classes et des prérequis de celles-ci, etc. Donc, je pense que parfois, on veut calquer un modèle, et c'est vrai aussi en gestion de classe. Si on se dit, je viens, je pose mon truc, et ça va marcher. Ben, en fait, notre taf, c'est de la com, et je pense qu'il faut surtout, et c'est ce qui pense, et c'est ce qui manque, pardon, je trouve à certains de mes collègues, c'est l'écoute active, en fait, finalement. Mmh. C'est-à-dire, on va passer une année ensemble, c'est long, mais c'est très rapide. Moi, j'ai quelque chose. Alors, mes inspecteurs ne sont pas d'accord avec ça, et je me suis déjà, on va dire, voilà, j'ai déjà eu des petites querelles par rapport à ça. Mais les 3 premières semaines, moi, c'est hors de question que je fasse court, parce que j'ai besoin d'apprendre véritablement à connaître ma classe. Et à côté de ça, on a la pression du programme, etc. Je sais pas ce que tu penses de ça. Pour moi, c'est du et, en fait. C'est pas du enfin, moi, je pense que tout est possible. Du Et on n'est pas tout le temps obligé de choisir, tu vois. OK. Tu peux décider de pas faire court tes 3 premières semaines pour travailler d'autres choses. En réalité, du coup, tu fais court. Ah, C'est mais juste que t'es pas sur, tu pas sur installes le d'autres choses. disciplinaire, quoi. Voilà, t'es pas forcément sur du disciplinaire. Mais en fait, on peut aussi faire du disciplinaire et le faire quand même, Bien sûr. tu vois. Et, et je pense que pour moi, l'outil, la compétence principale, c'est de la flexibilité. Mmh. Et pour pouvoir avoir cette écoute active, et ensuite, si tu as de l'écoute active, mais que t'arrives pas à ajuster, ça sert à rien, tu vois. C'est Donc, sûr. pour moi, il faut de la flexibilité, et puis aussi l'anticipation, ça va être justement le problème. C'est pas un problème de faire du coup toutes ces programmations, ces progressions dès l'été, parce que ça peut aussi juste ça permet d'avoir une vision et de décharger aussi son mental. Le Bien sûr. problème, c'est de vouloir y coller. En Mmh. fait, c'est pas le problème de le faire. Au Exactement. contraire, au contraire, en fait, c'est intéressant de planifier. Mmh. Ça permet de savoir où on va aller, d'être clair avec les élèves, d'être Mmh. clair avec soi, de se situer. Par contre, il faut de la flexibilité, parce que quand on prévoit quelque chose en août sans avoir vu la classe, sans savoir, on va peut-être prévoir des choses au départ, les élèves le savent déjà, ça va aller plus vite que prévu, ou on Mmh. imaginait que les élèves savaient déjà des choses, donc on commence là et on se rend compte en arrivant en classe qu'en fait les prérequis sont pas là, donc on Mmh. rétropédale et on rajoute des choses. Il y a peut-être des trucs qu'on avait prévu de faire en 3 semaines, c'est bien parce que ça nous cadre, ça nous permet de dire ok, je prévois 3 semaines dessus, donc ça je fais pas, ça je fais pas, ça je fais pas, ça je fais pas, Mmh. mais en même temps, et ben peut-être que dans le et donc c'est ça, c'est comment je suis capable à la fois d'anticiper. On a quand même besoin de clarté et d'une vision, d'un temps d'avance. On a besoin Ouais, complètement. d'avoir un temps d'avance. Ce que tu dis que tu fais, tu peux te le permettre parce que tu sais où tu vas dans ta tête. En fait, Exactement. parce qu'en fait, peut-être que c'est pas écrit sur le papier, mais c'est clair quelque part. Et les gens pour qui c'est pas clair, ils ont Mmh. besoin, tu vois, de pouvoir le rendre clair. Ouais. Donc il y a ce truc de c'est comme, en fait, comme tous les objectifs, comme en coaching, comme dans la vraie vie, comme dans le enfin, tu construis ta maison, tu prépares une réunion, tu prépares un voyage, et Mmh. cetera. Tu Mmh. as une destination, et c'est important. Enfin, il y a des moments où on se dit: «OK, j'y vais, à l'aveugle, je sais pas, surprise». On ne peut pas faire ça tout le temps Ouais, dans la c'est pas vie. On possible, bien sûr. s'octroie des petits moments où c'est comme ça. Mais par contre, on a besoin d'avoir une vision, de savoir où on va, d'avoir une idée. Et après, bon, bah, il y a ceux qui collent. Et je sais pas pourquoi je pense aux vacances. Il y a ceux qui organisent leurs vacances minute après minute. Ouais, Et du coup, ben, vaut mieux qu'ils soient tout seuls quelque part, parce que, enfin, c'est ou ça. avec, voilà, parce que du coup, ils peuvent gérer leur truc sans trop bouger. Par contre, quand tu prévois minute à la minute et que tu pars en vacances avec des potes, tu peux être sûr que bah, va falloir réajuster. Mais par contre, le fait que t'es chouette, que t'es planifié, ça arrange aussi Ouais. le groupe, parce que ça permet d'ouvrir le champ des possibles, de dire ok, voilà. Bon, Ça me dans rappelle ma la tête, ça c'est processcom, tu parti, sais, mais les situations de communication en fonction des profils de chacun, tu vois, la processcom, tout ouais, ça. Ça me rappelle un petit peu exactement. ça. Après, effectivement, la première année, j'aurais jamais pu faire ça, tu vois? Mm. C'est une évidence. Là, au bout de, ben, 10 ans, ouais, 10 ans de carrière, bah, forcément, hein, tu te permets, des choses. Mais ouais, je sais où je vais, et maintenant les programmes, je les connais très, très bien, et cetera. Donc, il y a de ça, Ouais. effectivement. Tu penses quoi du système scolaire dans sa globalité? Si tu veux rester sur le primaire, tu peux. Alors, c'est une question très large, mais est-ce que,
Est-ce que tu trouves que c'est un système qui permet de rendre les enfants heureux? Parce que tu vois, moi j'ai beaucoup souffert à l'école. Hem, alors j'ai pas une rancune vis-à-vis du système scolaire parce que j'ai pu faire des études et cetera, tu vois? Enfin voilà, je suis reconnaissant d'avoir, faire des études supérieures et des longues études et cetera. J'en veux un petit peu à certains de mes profs, clairement, parce que, voilà, il y avait des situations quand même de graves souffrances qui étaient visibles, mais qui étaient, visiblement pas importantes et tu vois, moi, je m'attache vraiment à faire en sorte que mes élèves et mes étudiants se sentent bien dans mon cours. Mmh. Qu'est-ce que tu penses de tout ça finalement avec ton regard aujourd'hui de formatrice et puis, d'enseignante? Vaste question. Est-ce que Mmh. je vais réussir à y répondre? Je pense que, dans ma tête, je segmente, mes idéaux, OK. tu vois? Ce que devrait être l'école et comment elle devrait être pour moi, OK. comment elle pourrait être et qu'elle n'est pas, OK. mais ce qu'elle est aussi, déjà et que, tu vois, qu'on peut aussi, valoriser, sachant Mmh. que c'est une grosse machine. Mmh. Et C'est clair. puis, bah, je crois que dans mes activités professionnelles, je me dis que j'œuvre pour la partie que je sens qui pourrait bouger, tu vois? Mmh. Je suis d'accord avec toi pour dire que, ben, que l'école, elle génère en soi, beaucoup d'inconfort. On va dire ça comme ça reste un peu large pour tout le monde et pour à tous les étages, Mmh. pour tous les acteurs. C'est-à-dire que de l'inconfort qui peut aller du petit inconfort aux grosses souffrances, hein, de l'inconfort pour les profs, de l'inconfort pour les élèves, de l'inconfort pour les AESH, de l'inconfort pour, enfin, je pense que, que tout le monde connaît à un moment donné, pour une raison ou une autre, de l'inconfort. Mmh. Je crois que, tu vois, souvent, en ce qui concerne les élèves, eh ben, il y a des choses qui sont liées, à de la rigidité, OK. parfois de la rigidité d'esprit de certains, parfois la rigidité du système. Mmh. Je constate aussi que sur des enfin, c'est en fait, il y a une vraie, ambivalence, en fait, sur à la fois, des valeurs d'égalité et d'équité qui ont permis de construire certaines choses qui sont tout à fait, nobles et louables et qu'on a envie de garder à l'école et qui, dans leur, penchant, noir et sombre, ben, créent cette rigidité, des inégalités et une difficulté à s'adapter, aux gens, en fait, que ce Mmh. soit, aux adultes, aux enfants, hem, heu et puis, un manque d'accompagnement. En fait, ta question, enfin, est-ce que tu peux recibler ta question? Parce que du coup, là, je suis. Mais j'adore ce que tu es en train de me dire, en fait. Vraiment déjà de parler d'inconfort, de pas, cibler forcément ni le système, ni les profs, ni les élèves, mais, penser que c'est un tout. En fait, ma question c'était, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les élèves se sentent mieux un petit peu à l'école et les Mmh, profs aussi, tu vois? Parce que, enfin, je veux dire, tu vois, il y a de plus en plus de démissions, notamment de professeurs stagiaires. C'est quand même quelque chose qui est dramatique. On pêche à recruter, et je pense que, enfin voilà, on nous a, un petit peu, promis l'école de la confiance. Il y a une vraie fracture entre les profs et les parents, de plus en plus. En tout cas, moi, c'est ce que je vois, à mon échelle, hein. Je dis pas que c'est une réalité absolue, mais c'est ce que j'observe quand même. Des profs aussi qui peuvent être en souffrance. Alors il y en a qui sont épanouis, hein, et tant mieux et j'espère en faire partie enfin voilà, tant que je peux faire ce métier-là. Mais, finalement, est-ce qu'il n'y a pas des choses simples qui pourraient, changer notre vie, changer la vie des élèves et mmh. faire en sorte que finalement le système aille mieux? Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est de l'accompagnement? Bah, Est-ce moi, que je c'est, pense que c'est des instances, de la formation et de l'accompagnement. En mmh, fait, tu vois, pendant que tu parlais, je pense une autre manière de le dire, c'est que, bien que l'école, elle vise un truc un peu égalitaire, voilà, d'égalité des chances, en fait, tout dépend toujours de où tu es et sur qui tu tombes. Mal exactement. et en fait, et du coup, si ça dépend de où tu es et sur qui tu tombes, le sur qui tu tombes, ben, pour moi, il peut se travailler, tu vois? Il y a un gros essor dans le débat public, là, sur les compétences psychosociales des élèves. Ouais. Moi, je crois qu'il faut travailler sur les compétences psychosociales des adultes. Aussi, pas à la place d'eux, mais aussi. Je pense qu'il y a de telles, enfin, tu vois, en fait, je parlais d'instances, mais je pense qu'il y a besoin, de médiation et de coaching d'équipe
dans les équipes, parce qu'il y a beaucoup de mal-être qui est dû à ça. Je pense qu'il y a besoin d'analyse, de pratique, de groupes d'échange. Je pense qu'il y a besoin aussi, et je crois énormément au collectif. Vraiment, pour moi, le collectif est hyper important, mais je Mmh. me rends compte que le collectif sans du traitement individuel, je parlais tout à l'heure des compétences de de la dimension intrapersonnelle, et ben ça, elle a besoin d'être accompagnée. Elle a besoin d'être accompagnée. Il y en Mmh. a qui ont besoin d'aller voir un psy et ça devrait être presque pris en charge, etc. Il y en a qui ont juste besoin d'être dans des groupes de parole, des groupes du collectif, etc. Il y en a qui ont besoin d'un coaching, qui ont besoin de mentorat. Tu vois, Mmh. dans mes accompagnements, souvent, quand quelqu'un vient me voir, parce que mon objectif, c'est pas de prendre de l'argent aux gens, voilà. Quand quelqu'un vient me voir, non mais voilà, non mais quand quelqu'un vient me voir pour me parler d'un sujet qui aurait pu être traité gratuitement par des formateurs ou des formatrices de l'institution, je dis tout le temps, mais attends, avant de me demander à moi, est-ce que tu as demandé à des formateurs ou des formatrices, voilà. Et en fait, souvent, la réponse c'est alors soit non parce que j'ai peur du jugement, etc. Soit oui, mais en fait, c'est pas suffisant dans le sens où il y a pas suffisamment de temps. Tu vois, moi, je passe Mmh. quand un coaching de 6 séances, par exemple, c'est 6 heures avec une personne sur ce dont la personne elle veut parler. Ouais. Donc, du coup, tout ça pour revenir à cette idée de, en fait, je pense que l'un des leviers pour moi, c'est d'accompagner aussi les personnes en tant que personnes Ouais. dans leur vie professionnelle. Et ça manque cruellement. Mmh. Voilà, sur les compétences émotionnelles, sur les compétences relationnelles, Ouais, puis on est d'accord. hem, sur une prise de recul. Parce qu'en fait, en plus, ce qui est frappant aussi, c'est que bien qu'on soit censé faire partie d'un collectif, il est rare qu'on soit seul, à part dans une école de classe unique, dans les écoles rurales, mais Mmh. il est rare qu'on soit seul. On fait partie d'un collectif. Pourtant. Dans le référentiel de compétences des professeurs des écoles, le travail d'équipe, le travail partenarial, le travail en coéducation, il est hyper présent. Mais au final, les enseignants se sentent Exactement. hyper seuls dans leur classe, et travailler en équipe, on voit bien, faire travailler les élèves en groupe, ça s'apprend. On se dit pas, et ben pour nous c'est pareil, et on a besoin Mmh. de réajuster le management. Ça s'apprend aussi, et Bien ça sûr. demande du suivi. Et c'est pas parce qu'on a été formé une fois. Enfin, les managers dans les entreprises privées, souvent ils sont coachés, accompagnés. Il y a des Bien coachs sûr. internes des fois dans les boîtes. Voilà. Ben, du coup, ça devrait être pareil pour toutes les personnes qui managent une classe, Mmh. mais qui managent une école, qui managent une circonscription. Voilà. Donc peut-être qu'un levier actionnable, ce serait un peu de l'accompagnement des personnes. Ah, mais je suis vraiment d'accord et je trouve qu'à ce niveau-là, tu vois et ça, attention, c'est une idée très tranchée. Tu pas obligé de la partager, mais je trouve que l'offre de formation, sur le PAF, elle est tellement, tellement pauvre. C'est-à-dire, en fait, c'est pas qu'elle est pauvre, c'est qu'il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui sont décorrélées de la réalité. Moi, dans toutes les formations que j'ai pu faire, la formation qui m'a vraiment servi au sein de mon travail, c'est une formation qui a été, proposée par un formateur que je vais me permettre de nommer, qui s'appelle Stéphane Salama. Alors, je pense pas qu'il écoutera cet épisode, mais voilà, c'était sur les neurosciences et l'impact sur la concentration, la motivation, l'attention en classe, mais 20 sur 20. Et là, je suis ressorti avec de vrais outils, tu vois. Et je pense que il faudra un véritable accompagnement des enseignants à ce niveau-là et pas que. Je te donne un exemple très concret. En lycée, on nous a imposé, hein, je dis ça comme ça, le grand oral. Et donc, à aucun moment, on s'est posé la question, mais est-ce que les profs sont formés à la prise de parole? Et à aucun moment on s'est posé cette question-là. C'est-à-dire qu'on a considéré que, bah si, à partir du moment où tu donnes cours, tu as des facultés et tu as une certaine prestance à l'oral. Ben non, en fait. Et c'est pas parce que je suis à l'aise dans une compétence que je peux forcément la transmettre également. Et tu vois, moi, pour Mmh. moi un exemple très concret de on veut faire des choses, les profs, vous allez vous débrouiller. Mais par contre, on considère que vous êtes formé sur cette problématique-là. Ben non. Et j'ai l'impression que ce que tu me dis sur les compétences psychosociales, etc., c'est un petit peu ça. Et d'ailleurs, je voudrais te poser une question, Émilie. Toi qui as de la bouteille, si je puis me permettre, parce que quand même, tu vois, On verra, je tente ta question. 15 ans d'enseignement, tu es formatrice depuis 10 ans, etc. Franchement, incroyable. Euh,
Et puis, il faut écouter aussi ton podcast pour réaliser que voilà, tu vois, il y a vraiment du vécu derrière tout ça. Alors, question. On dit souvent que les élèves ont changé. Question, est-ce que les profs n'ont pas également grandement changé tout au long de la carrière depuis que tu as été enseignant? Est-ce qu'ils ont changé ou est-ce qu'ils ont besoin de changer? Telle est la question. Laisse répondre. Je pense que tout le monde change, individuellement au cours d'une vie, d'une carrière. Les époques changent. Forcément, les profs ont changé. Les habitudes, c'est pas les profs, tout le monde change. Mais le métier, le métier change. Après, parfois, peut-être, il y a des frictions entre ce qui change pas à la même vitesse. Et aussi, parfois, il y a des choses qui changent, mais des états d'esprit qui changent pas, ou des états d'esprit qui changent, mais des habitudes concrètes qui ne changent pas. Il y a aussi des choses qui se perdent. On oublie le sens de certaines choses. Moi, ça me frappe souvent des habits à toutes les échelles. Tu prends à l'échelle d'une école. Ah ben voilà, on fait ça. Pourquoi? Ben parce que ça se fait depuis des années. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont mis en place ce truc-là sont plus là. Donc il n'y a plus la mémoire de pourquoi on avait mis en place ça. Donc on continue de le faire, mais sans savoir. Ouais, y a pas de sens, quoi. On fait les Voilà. choses, mais voilà. On fait les choses, voilà. Et parfois, on se rend compte en discutant quand moi j'arrive, il est OK que je questionne, en fait, tu te rends compte que ça ne plaît à personne, mais que personne n'a osé le remettre en Ouais. question. Je pense que les gens changent parce que, tu vois, moi, je me souviens quand j'ai commencé, il y avait les premières années, les blogs, tout ça, ça n'existait pas. Du coup, j'ai vu, même franchement, pourtant, je vais avoir 41 ans, je suis pas si vieille que ça, team 84, tu vois. Mais t'es pas vieille du tout, enfin. Mais non, mais moi, ma première année, il y avait encore des enseignants qui faisaient ce qu'on appelait des stencils. Tu sais, les trucs qui sentaient l'alcool, là. Il y avait, Mais non! Bien sûr tu que sais, je les vois ce trucs que c'est. bleus, on mettait un carbone et tout Bah ça. oui! Il y avait encore ça. Les... Ça nous rajeunit pas que moi. Dans une de mes salles, tu sais, j'ai encore un. Comment ça s'appelait? Un projecteur, là, tu sais, où tu mettais des les transparents. rétroprojecteurs. Des Mais moi, j'en avais rétroprojecteurs. acheté un, ma première année. Ah, j'en avais un. Tu Mais, vois, et là où aujourd'hui les TNI, les TBI, les vidéos proches, tout ça, ça fait. Quand j'ai commencé à enseigner, on n'avait pas de smartphone. On ouais, c'est n'avait ça. pas de, tu vois, on envoyait des SMS, on comptait encore le nombre de caractères. Exactement. Non, mais c'était fou, tu vois. C'était Donc, il y même a, pas une unité. donc, en fait, oui, les choses changent. Ensuite, il y a eu, tu vois, au départ, quand il y a eu les premiers enseignants qui partageaient des trucs sur les blogs et qu'on pouvait trouver des trucs sur Internet, les gens ils disaient non mais il faut mettre du typex et tout, faut pas qu'on sache que tu l'as pris sur Internet. Enfin, tu vois, donc oui, le métier il change. Oui, le métier il change parce que déjà, on n'a pas accès aux mêmes informations, on n'a pas accès aux mêmes outils. Aujourd'hui, on peut vachement s'auto-former, C'est ça. voilà. Donc, il y a ça. Les élèves aussi, ils changent parce que, peut-être que la façon qu'on a de les voir a évolué aussi. Leurs habitudes de vie ont évolué. Ouais. Eux aussi, ils ont accès à plus d'informations qu'avant. Eux aussi, ils peuvent aller vérifier ce que le prof il dit. Eux aussi, ils peuvent aussi avoir encore plus de fake news qu'avant. Et donc, il y a tout un... Enfin, voilà, tout ça, ça change tout le temps. Donc après, comme les choses, elles changent pas au même rythme, je pense qu'il y a des fois encore des conflits générationnels. Parfois, un des trucs qui change aussi, c'est dans le rapport à l'élève et qui crée des trucs où il y a un peu souvent, je dis, mais en fait, c'est des... comment dire? J'ai des enseignants qui vont venir et me dire, ben voilà... mes élèves, ils se permettent plus de négocier, de pas être d'accord, etc. Et en même temps, quand on décompose un peu, j'ai dit, mais en fait, c'est peut-être aussi juste le pendant logique et acceptable et normal de la place que tu leur laisses. Et c'est normal, en fait, s'ils se sentent à l'aise, si tu crées une relation un peu plus horizontale et que tu y crois et que c'est normal que derrière,
bon, ben, les élèves, ils se sentent autorisés à dire, ben, ça me convient pas, maîtresse, ou je suis pas d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, etc. Ça fait partie enfin, de la conséquence, en fait. Donc, Mmh. du coup, de changer, je trouve que, tu vois, je parlais de changement de regard aussi. Bon, ben, en fait, si d'un côté, tu bouges en te disant, ben, moi, je veux une relation, enfin, je veux que les élèves, ils se sentent plus à l'aise dans ma classe, qu'ils Mmh. demandent un peu moins l'autorisation pour tel et tel truc, qu'il y ait du mouvement, je passe en classe flexible, etc. Mais que tu bouges pas la représentation dans une classe, il n'y a pas de bruit, les élèves, ils obtempèrent. Et puis, quand je dis un truc, c'est comme ça. Tu vois? Non, mais j'ai fait exprès de choisir ce mot-là, tu vois? Mais pour créer un peu d'opposition. Et bon, bah, du coup, il y a des moments où je pense qu'on est parfois dans des phases de réajustement. On commence à Mmh. bouger sur notre façon de voir les choses, mais on est encore happé par nos croyances, notre C'est ça, vécu, la classe idéale qu'on a vue, qu'on c'est a ça. connue, etc. Mmh. Et donc, en fait, pour revenir, t'as vu, je t'avais dit que j'étais bavarde, Mais tant mieux, tant mieux. hein. Tu es là pour ça. Vraiment. Pour, pour revenir sur ton truc de les élèves changent, bah ouais, les profs changent, bah ouais aussi, Mmh. mais en même temps, il y a des trucs qui changent pas à la même vitesse. Mmh. Et en fait, c'est aussi ça l'accompagnement au changement du coach, hein, enfin, Bien tu vois, sûr. c'est d'essayer de continuer de faire avec ce changement et de continuer de bouger, de réajuster. Ah, je suis allée un peu trop loin. Ah bah peut-être pas assez loin. Enfin, voilà. Ouais. Non, non, c'est clair. C'est clair, hein, j'ai pas l'impression d'être claire, j'ai l'impression d'avoir dit plein de trucs, mais Non, voilà. mais trop bien. En tout cas, moi, je te couperai pas, hein. Tu vois, moi, je laisse, je te laisse t'exprimer. Et d'ailleurs, tu sais, c'est intéressant que tu parles de ça parce que moi, je fais un truc. À chaque fin de période, je fais passer des petits bouts de papier et je demande à mes élèves de me dire ce qu'ils pensent du cours et ce qu'on pourrait améliorer. Et en fait, ils adorent. Déjà, ils adorent s'exprimer à ce niveau-là. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont pas. Mais non, t'as une gourde Roundup. C'est une gourde Roundup. Alors pour ceux. Alors ça, c'est la plus grosse arnaque du siècle. Je me suis dit, je vais acheter une gourde de 2 litres pour boire plus d'eau. Et en fait, Elle me fait la semaine. eh ben, tu vois, moi, mon nutritionniste il m'a donné des petits contenants. Il m'a dit si tu veux lire 1,5 litre par jour, le matin elle doit être vide et tu la remplis à midi et le soir elle doit être vide. Et du coup, je suis sûr The que ça me fait best bien 1 litre. conseil ever. Bah ouais, parce qu'un grand contenant, mais moi je finis pas quoi, tu vois. Donc Non, on, non, on va on va te laisser voilà. le petit déj. Non, donc donc incroyable la gourde. Et donc je sais plus ce que je disais. Ah oui, je parlais de je laisse mes élèves là avec leurs petits bouts de papier, etc. Euh, et d'ailleurs, bref, on parlera de ça après. Quelqu'un s'est fait gronder, enfin, il s'est fait prendre 1 heure de colle parce qu'il a bu de l'eau en classe. Bon, bref. Après, il faut avoir tous les éléments, mais c'est assez cocasse. Mais bon, Ouais. passons. Euh, oui, donc je laisse passer des petits bouts de papier. Et en fait, on pourrait penser que oui, ils vont dire on veut des goûters le matin, on veut des trucs l'après-midi, on veut tous 20 sur 20. Bah, pas du tout en fait. Ça leur permet de leur donner la place à la responsabilisation et de co-construire le cours. Et moi, je crois beaucoup en ça. Ils m'ont dit des choses, Émilie, mais jamais j'aurais pu le soupçonner. Je te donne un exemple très concret. Monsieur, les blagues à 8 heures, c'est un peu trop tôt. Et, et- et en fait, tu vois, moi, c'était en mode, voilà, on a de l'énergie, etc. Et ben non, il y a un temps pour tout, en fait, tu vois. Et également, on m'a demandé, ben voilà, un peu moins d'évaluation sur ça, mais un peu plus d'exercice sur telle partie, etc. Et c'est génial, en fait. Et Ouais. le problème, c'est que on a l'impression, comme tu as dit, qu'on veut tout avoir, mais qu'en même temps, c'est remettre en cause l'autorité que doit absolument avoir un enseignant, tu sais, qui est sur l'estrade, enfin voilà, qui Mais est qui le. met trop de pression, en fait. Parce que souvent, c'est ça qui crée qui met de la pression aux enseignants et qui fait qu'après, ils disent, je tiens pas ma classe, j'y C'est arrive tout. pas, etc. Mais t'as trop raison, excuse-moi, je t'ai coupé. Ah non, c'est pas. Mais non, mais t'es là pour me couper. Il y a aucun souci. Je t'en prie, Émilie. Et tu sais, là, par exemple, là, je vois un tuteur autour de moi qui s'occupe d'un stagiaire. Déjà, être stagiaire, c'est avoir une pression. Parce que tu as l'échéance de la titularisation. Mais tu verrais le tuteur, il appelle 3 fois par semaine. Oui, dis-moi ton document 4, page 12. Je pense qu'il faut justifier. Non, mais calme-toi, mon gars, tu vois. Et en fait, je trouve que à un moment donné, il faut aussi de l'empathie. Et tu vois, pourquoi moi je te parlais de ça? Parce que j'ai remarqué une chose, et encore là, il n'y a pas longtemps, sur un de mes commentaires, on critique énormément le niveau des élèves. On dit, bah voilà, les élèves, ils savent plus rien faire, ils sont devenus nuls, etc. Moi, je pense qu'ils développent d'autres compétences. Tu vois, c'est vraiment ceux que je vois autour de moi. Mais je vois aussi autre chose,
c'est que, ben, il y a peut-être aussi à un moment donné, des questionnements sur, les enseignants qu'on a aujourd'hui. Et quand je te parle de changement, je te parle aussi de ça. Alors attention, c'est très tranchant encore comme idée, encore une fois. Je dis pas que, tous les profs on est devenus nuls et je me mets dedans, hein. Je dis pas qu'on est devenus nuls et qu'avant les profs étaient super et cetera. Je me dis simplement qu'on a d'autres considérations aujourd'hui, peut-être qu'on n'avait pas avant et que c'est une bonne chose en fait et que, je pense que ça peut participer finalement à ce que je te disais, à faire des classes qui sont un petit peu plus épanouies. Qu'est-ce que tu en penses sur ce niveau général? Est-ce que tu penses que c'est un stéréotype? Est-ce que tu penses que c'est vrai, mais que finalement on développe d'autres choses? Est-ce que tu penses que c'est grave, que c'est pas grave? Et tu peux vraiment te lâcher. Quand tu parles ce niveau général, tu fais référence à quoi? Le niveau général de On va dire, disciplinaire, de rigueur, de niveau dans les écrits, dans l'expression écrite, dans l'expression orale, dans tu vois? Dans c'est un ouais, niveau, je sais pas comment te le dire différemment. des élèves en tout cas, tu parles Ouais, des des élèves? élèves et même des profs, hein, parce que, pardon, des fois on voit tourner des mails, enfin pardon, c'est sorti tout seul, excuse-moi. Enfin non, mais non, mais faut pas critiquer. Mais non, mais c'est les premiers à Ah critiquer oui, tu les en mode élèves, quoi. lâchage. Mais non, mais franchement, pardon, mais c'est vrai, mais j'ai des collègues qui critiquent les élèves, il y a pas une ligne sans Bah une alors, faute, quoi. Enfin mmh, pardon, hein, pardon, vraiment. attends, attends, j'aurais dû prendre des notes dans ce que tu as dit parce que j'ai eu tellement d'idées Je suis qui me sont désolé, venues. je suis désolé, Émilie. Hem, D'abord très bonne idée de demander du feedback aux élèves parce que je trouve que c'est un moyen de le feedback pour les élèves, il est important, mais pour nous aussi. Et comme on en a peu de manière institutionnelle, si on va pas le C'est chercher vrai. au niveau des élèves, ben, c'est dommage, quoi. Donc, du coup, je trouve ça hyper intéressant et effectivement, c'est très instructif. Les élèves, en fait, et ça va peut-être faire le lien avec ce que tu disais sur parfois on critique le niveau des élèves, c'est que peut-être qu'on les regarde pas avec les bonnes lunettes et sur les bons critères. Et parce qu'ils sont tellement capables de nous apporter euh, de l'analyse, pas sur ce qu'on croit, mais de l'analyse. Quand tu discutes avec des collégiens sur les profs, ils sont capables de dire non mais tel prof, il se fait respecter dans la classe, mais pas parce qu'il crie, mais parce que ça et ça. Alors que Exactement. tel autre prof, franchement, c'est et en fait. Si on, ils ont un regard qui est pas le nôtre, ils vont le dire avec des mots qui sont pas des mots de pédagogue, etc. Mais en fait, ils ont tout à fait un regard sur les choses hyper intéressant, d'autant plus qu'avec les réseaux sociaux, alors oui, ils voient plein de conneries, mais ils voient aussi plein de trucs vachement bien, ou plein de trucs en tout cas différents qui leur permettent de pouvoir catégoriser des choses, des Mmh. comportements, de comprendre les choses. Et ils ont un regard en fait intéressant à aller chercher. Et ce qui me fait peut-être répondre un peu à ta question en disant que ben oui, il y a peut-être des compétences un peu disciplinaires qu'ils ont moins, qu'ils maîtrisent moins, qu'on fait différemment. Mais si on va regarder du côté des compétences moins disciplinaires et plus transversales, Exactement. ben en fait, par exemple, il y a des élèves qui non, à qui on donne pas l'occasion de l'idée enfin, d'être leader dans un groupe, etc., mais qui Je pense passent à ça aussi. leur nuit à manager une équipe sur les jeux vidéo et qui ont la compétence. Exactement. Mais par contre, on va pas la chercher, cette compétence-là. Mmh. Il y a et la difficulté des élèves, et la dernière fois, j'écoutais une conférence du CNESCO sur les nouvelles compétences, justement, et je me souviens d'une des conférences qui disait, en fait, ce qu'on n'accompagne pas assez, c'est le transfert. Mmh. C'est-à-dire que c'est le transfert de compétences. C'est le fait que les élèves, ils savent faire quelque chose par exemple, dans le contexte des jeux vidéo, mais ils vont pas transférer ça dans le milieu scolaire. Je suis Et d'accord. inversement, on va leur apprendre des choses dans une matière dans le milieu scolaire, ils vont pas forcément la transférer dans une autre matière ou en dehors de l'école. Et c'est cette espèce d'imperméabilité entre les compétences, en fait, qu'on peut accompagner. Et parfois, on a l'impression, si on se fie, moi très concrètement, je me souviens d'élèves, je prends souvent cet exemple-là, des élèves qui, si tu les regardes que d'un point de vue scolaire, tu dis, oh là là, résolution de problème, ces élèves, franchement, il y a un problème dans le raisonnement, ils savent pas raisonner, ils comprennent pas, nanana. Tu leur fais un problème avec, oui, le vendeur a été, enfin, un machin, il a vendu tant, ils voient pas du tout. Combien Et tu combien les écoutes, reste-t-il de pommes? combien, voilà, machin. Et par contre, ces élèves-là, tu vois, parfois, genre CE2, tu les écoutes dans la cour,
Et il dit, attends, hier, je t'ai ramené 3 paquets de bonbons, je les ai payés, je t'ai ramené 2,35 €, tu m'as rendu... Bon. Et en fait, tu dis, ah ouais, bah en fait là, il manie des nombres décimaux, un problème complexe avec plusieurs étapes, machin, avec ceux de répartition entre toutes les personnes avec rendu de monnaie, etc. Et ils le font mentalement, alors En que plus. dans la classe, 10 moins 2, ils y arrivent pas. Mmh. Tu vois? Et donc, et donc, c'est pour ça que je dis que quand tu dis oui, peut-être, et pour moi, la question du regard, là, elle revient, c'est peut-être mon fil rouge, mais c'est qu'est-ce qu'on regarde, comment on le regarde, avec quel regard on le regarde, Quelles tu vois? lunettes, ouais. Avec quelles Mmh. lunettes on le regarde. Et oui, en fait, partir d'eux, et puis sans... Un autre truc aussi, c'est sans condescendance, tu vois, la condescendance un peu Oui, de juger ce que mon de élève aime. juger et voilà, Ouais, exactement. Moi, ouais. souvent, je me suis, mais même dans le cadre privé, hein, tu vois, je prends l'exemple de la musique, qu'on distingue ses goûts à soi des goûts que tout le monde devrait avoir. Moi, il y a des trucs musicaux que je supporte pas, mais en fait, je ne veux pas qu'on se permette de dire, ah ouais, tel truc c'est pas de la musique, ah ouais, tel truc c'est pas... En fait, nous, nos goûts, les vieux disaient pareil, c'est pas beau de vieillir, quoi. Donc ces cas-là, les vieux disaient pareil de ce que nous on aimait quand on était jeunes. Ouais. Et en fait, c'est plutôt que de dire aux élèves, vous regardez la télé-réalité, vous regardez ça, on peut dire, ok, donc vous regardez ça. Comment je parle de ça C'est exactement pour en ça. faire quelque chose? Ouais, non, mais toute ma stratégie repose sur ça, en fait. En fait, il y a une phrase, hein, que je dis souvent, c'est pour les amener là où je veux les amener, il faut déjà que j'accepte d'aller là où ils veulent que j'aille. Et pour moi, ça, toute ma stratégie en cours repose là-dessus, et notamment dans la création des cours. Justement, tu penses pas que c'est parce qu'on est... alors, les programmes, c'est une bonne chose, hein, parce qu'encore une fois, comme la progression, ça permet de voir une certaine visibilité, etc. Mais est-ce que tu penses pas que c'est aussi la faute des programmes? Parce que tous les ans, on entend ça, hein. Surtout, tu sais, moi, j'interviens dans des lycées, tu sais, des lycées hors contrat, des collèges hors contrat, et cetera. Et en fait, ils ont la pression énorme du programme, parce que quand ils se font inspecter, c'est au millimètre, hein, tu vois? Ils regardent absolument tout et tout. Et est-ce que, tu vois, faudrait pas à un moment donné sortir de ces programmes-là? En tout cas, pas mettre la pression, surtout c'est surtout vrai au collège et au lycée: «Ah, faut qu'on finisse le programme parce que vous avez le bac. Ah, faut qu'on finisse le programme», et en fait, on oublie que c'est pas parce que j'aborde quelque chose en classe qu'il est maîtrisé par les élèves, déjà premièrement. Mmh. Tu vois? C'est juste, voilà, ça permet de justifier, dans le cahier de texte que c'est fait. Mais est-ce que tu penses pas qu'on devrait à un moment donné prendre du recul sur ça, pour justement se poser sur ce transfert de compétences-là, qui partirait de ce que les élèves aiment, et que finalement le programme, même s'il apporte une certaine visibilité, sclérose pas mal les enseignants? Qu'est-ce que tu en penses? Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, mais c'est écrit nulle part qu'il fallait finir les programmes. Et, J'adore, dit, mais c'est un génie! Cette personne est géniale! Je suis et, vraiment d'accord avec ça. et en fait, alors moi, je crois que les programmes, il faut en avoir, etc., Ouais, et qu'il faut les regarder et qu'il faut les connaître, parce que du coup, c'est des et savoir les garde-fous, lire, surtout, savoir savoir les les lire. lire. Ouais. Et parce que, en fait, euh, moi, je suis plutôt, enfin, il y a des petites choses des fois quand il y a des changements de programme qui me chagrinent, mais moi, je suis plutôt, ok, c'est comme ça qu'il faut, enfin, comment je peux Je veux voir, approprier le truc et m'approprier le truc et rendre le truc intelligent, tu vois. Donc, OK, je suis OK, jamais trop freinée par ce genre de choses. Puis, ok, c'est comme ça qu'il faut le faire maintenant. Bon, bah, ok, je prends ce qu'il y a à prendre, OK. et je m'arrange et je continue d'avancer. L'essentiel, c'est ça. Du coup, je trouve que, alors, je mets de côté pour le moment les années d'examen. Tu vois, OK. voilà, ça sera la deuxième partie de ma réponse, et comme ça, tu me renvoies dessus si j'oublie. Vas-y. Cette co-construction de réponse est incroyable. Ah, on fait Et se en comprendre. fait, il y a le truc de se dire, ben, les programmes, c'est un peu des rails qui te disent vers où tu dois aller, qui permettent du coup ce côté un peu égalitaire. C'est important, tu vois, de pouvoir avoir ça d'un point de vue... Excuse-moi, je viens de penser à une discussion que j'ai eue avec ma fille la semaine dernière. OK. Elle est en 3e et elle me dit, moi j'aime bien l'école, mais je déteste les évaluations, et j'aime bien apprendre, mais je veux pas qu'on me mette des notes tout le temps, et je comprends pas ce brevet là. Pourquoi c'est pas du contrôle continu? Il devrait y avoir que du contrôle continu, et pas du truc. Du coup, je réfléchis, elle m'a poussé à réfléchir, et elle me dit, et je lui dis, bah en fait, je suis d'accord avec toi, mais quand même,
le contrôle terminal, il permet que les gens derrière viennent pas dire ouais mais au contrôle continu, toi tu viens d'un collège en éducation prioritaire, ton brevet il vaut moins que le mien. Je lui dis en fait c'est chiant, mais en fait le fait que tout le monde réussisse le même brevet, et ben ça permet au moins de pouvoir se dire ben que tu viennes de l'école privée machin ou que tu viennes de l'école éducation prioritaire machin, etc. T'as ton brevet, on a passé la même épreuve, on l'a point. Voilà. Donc, et du coup, J'adore, j'adore. T'es un mind map à toi toute seule en fait. C'est génial. C'est génial. bienvenue dans mon cerveau. Exactement, mais j'adore Des moi. fois, je m'épuise toute seule. Ouais, mais ça m'arrive aussi, si tu veux savoir. Donc j'adore. Et du coup, cette petite digression me permet de retomber sur mes pattes sur les programmes pour dire, ben pour moi, les programmes, c'est un peu ça. Ouais. C'est aussi une manière de dire, attendez, dans tout le territoire de France et de Navarre, voilà, tu viens en CE1 là ou en CE1 là, on sait, enfin, il n'y a pas de, on sait à peu près ce que t'es censé avoir fait. Et donc, en ça répond à une valeur d'égalité importante. Et pour ça, je crois qu'on ne doit pas les jeter à la poubelle et pas les mettre trop de Bien sûr. côté. Et à côté de ça, je suis d'accord avec toi, c'est pas parce qu'on aborde quelque chose qu'on a en bas. Enfin, souvent les gens qui disent, moi je finis tout mon programme, ils l'ont fini tout seuls. Ils ont fini, ils l'ont fini avec 2-3 élèves et ils ont coché des cases, mais en fait, il y a ce truc de dire, enfin, personne ne finit les programmes avec tous ses élèves, quoi. Ouais. Ou alors en ayant fait des choix, ou alors en s'étant dit il y a des trucs que j'ai fait à fond, il y a des trucs que j'ai survolés, et il faut être ok avec ça pour se détendre un peu, pour enlever cette pression. Parce que même quand on est bienveillant, quand on a cette petite pression là, il y a forcément un moment donné où on va la transmettre à ses élèves. Ouais, on n'avance pas. Et c'est bien aussi des fois de se booster, du coup d'avoir ce repère, de dire on devrait être là, on n'en est pas encore là, on accélère un peu. Voilà. Mais de pouvoir se détacher, de se dire ok, bon ben idéalement ça aurait été bien que j'en sois là, mais en fait je pouvais pas en être là, je pouvais pas en être là parce que sinon j'aurais laissé un tel sur le carreau. Voilà. Super intéressant. Merci beaucoup. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, j'ai l'impression que ça rassure, ça rassure surtout les enseignants parce que voilà, on doit rendre des comptes, etc. Mais moi, ça me gêne un petit peu et de plus en plus cette idée de programme parce que, alors il en faut parce que ça apporte une visibilité, mais voilà, je trouve qu'il faut aussi savoir prendre du recul parce qu'il n'y a rien de pire que la pression et PISA le rappelle à chaque rapport. Hein, tu vois, on a des élèves quand même qui sont tu vois, qui ont un rapport à l'évaluation qui est, ta fille en parlait encore, tu vois, qui a un rapport à l'évaluation qui peut perdurer dans le monde professionnel et pour former aussi des managers, etc. C'est vrai que, tu vois, ça peut vraiment être ancré en eux, tu vois, cette aversion à l'erreur et à l'évaluation, tu vois. Je t'en prie, tu voulais dire quelque chose? J'allais dire, tu parlais de déconstruction tout à l'heure. Je pense que là, s'il y a un truc à déconstruire, pour le coup, c'est justement le rapport et le regard à l'évaluation et comprendre aussi comment évaluer sans mettre les gens dans un état d'esprit fixe. Tu vois, moi, faudrait que tout le monde ait lu Carol Dweck, selon moi, mais cette idée de, tu vois, il y a un truc Sur que les je émotions, faisais c'est ça, avant. Carol Dweck, Non, c'est excuse-moi. plus sur l'état d'esprit de développement, growth mindset. Oui, c'est l'état d'esprit de croissance, c'est ça? Voilà, exactement. Et l'état d'esprit c'est fixe. génial. Et par rapport à l'évaluation, justement, bon, je vais essayer d'être concise, mais il y a cette idée que, à la fois, donc, ça, c'est pas Carol Dweck, c'est à la fois, on a besoin, nous, en tant qu'enseignants, d'évaluer pour pouvoir réajuster. À la fois, les évaluations, c'est du feedback indispensable pour pouvoir savoir où on en est et réajuster nos stratégies d'apprentissage du point de vue aussi de l'élève. Et en même temps, la façon dont on fait les évaluations, donc par rapport à ce que dit Carol Dweck, ça nous met dans un état d'esprit fixe, c'est-à-dire un état d'esprit où on est jugé, évalué, et ça annule un peu, enfin ça inhibe certaines compétences. On n'est pas en fait en situation d'évaluation quand c'est comme ça. On n'est pas au max de nos compétences, donc en fait au final l'évaluation ne reflète pas vraiment ce qu'on est capable de faire. Je suis vraiment d'accord. Et tu vois, un truc que j'ai arrêté de faire après avoir lu ce livre, c'est que
moi, je disais tout le temps, bon, on fait une évaluation, vous faites comme vous pouvez, vous inquiétez pas, c'est juste pour que moi je sache où vous en êtes et ce que vous savez faire, etc. Avec plein de bonnes intentions. Et en fait, le truc, c'est qu'en faisant ça, je mets les élèves dans une situation d'être jugés eux, et du coup, ça leur met en fait de la pression. Alors qu'elle parlait d'une étude où ceux à qui on va dire on va vous évaluer, on va vous juger à compétences égales réussissent moins bien que ceux à qui on va dire bon, je vais vous donner un truc, ça va être challenging, ça va être un peu compliqué, mais vous allez apprendre plein de trucs là-dedans. Eux réussissaient mieux. Ouais. Et donc sur l'évaluation, je trouve que les enseignants, on se met aussi parfois une pression, on oublie un peu ce que c'est censé être et à quoi c'est censé servir, et ça devient un truc genre j'ai pas fait d'évaluation et je dois remplir mes LSU, faut que j'ai des notes, donc je fais une évaluation vite fait, et au final tu vois quand t'as des élèves qui se retrouvent avec une moyenne qui est une ou deux notes, ça a pas de sens en fait, ça a pas de sens. Il y a aussi cette histoire de moyenne pour moi qui est pas toujours pas parlante en fait. Pour moi il vaut mieux parce que t'as évalué, je sais pas, t'as évalué 4 compétences différentes, t'as eu 4 notes sur 4 trucs, et puis on te fait une moyenne qui correspond à quoi, du coup voilà. Et puis 10 sur une compétence, ça veut dire quoi, tu vois, enfin. Ouais, parce qu'il y a 10 de moyenne, ça peut être j'ai commencé à 20, j'ai fini à 0, je me suis maintenue à 10 tout le trimestre, ou alors j'ai commencé à 0, j'ai fini à 20. Enfin Non, mais ça, pour moi, ça ne veut rien dire. Et puis même, tu vois, une compétence, par définition, c'est non acquis en cours d'acquisition à la rigueur. Mais tu vois, enfin, moi, j'essaie de privilégier une évaluation par compétence, tu vois. Alors, c'est pas évident parce que il y a quand même des notions, etc. Et puis, on n'est pas dans un état d'esprit comme ça, tu vois, en tout cas en BTS, on va pas se mentir. Même si les inspecteurs prônent ça, mais dans la réalité des programmes, on voit bien que c'est différent. 10, ça veut rien dire à une compétence. Enfin, pardon, mais tu vois, tu mets 10 à une compétence, moi je comprends pas. Donc ouais, moi je suis entièrement d'accord. Toi, tu es pour la suppression des notes, ouais? Je pense que ça dépend comment on les utilise. Ok. Parce que, enfin, tu vois. T'es toujours nuancé, c'est incroyable. Ouais, mais moi je suis, tu vois, je suis toujours dans la nuance et dans tout est possible. C'est-à-dire que. Pourquoi? Parce que tu peux. Quand tu supprimes des notes dans une classe avec des élèves qui sont habitués à des notes, tu changes, tu fais ok, acquis, pas acquis, en cours d'acquisition, non acquis. Tu te dis ouais, moi j'ai supprimé les notes, comme ça les élèves ils savent vraiment où ils en sont, nanana. Tu distribues tes trucs et t'entends les élèves, hey, t'as eu combien de acquis? Moi j'en ai eu 4. Ouais, t'en as eu. Je savais que t'allais me parler de ça. Je savais que t'allais me parler de ça. La première chose que les élèves disent quand tu distribues une copie, c'est hey, t'as eu combien? J'en parlais encore à Marseille lundi, tu vois. Tu vois? Et donc, du coup, pour moi, se focaliser sur le sujet de la note, en fait, c'est un peu surfait parce que les élèves, les gens, les parents vont toujours trouver un truc pour remettre de la note même quand tu l'as enlevé. Ouais. Autre biais, c'est que même moi, quand j'ai supprimé les notes, etc., c'est que je me suis retrouvée des fois, j'évalue par compétence, tiens, je vais évaluer la compétence, je sais pas, est-ce que l'élève sait mettre le nom au pluriel, utiliser les marques du pluriel, machin. Je lui donne, je crée mon évaluation, j'arrive à 8 cas, et je me dis, faut que je trouve 2 cas. C'est conditionné, faut que j'ai 10 réponses, ou 20, tu vois. Même quand t'enlèves la note, en vrai, tu continues de penser. Il faut avoir une évaluation sur 10. Tu vois, faut une évaluation sur 10. Donc, t'enlèves ta note, mais quand même, t'as mis 10 réponses. Ouais, non, mais mais c'est exactement ça. On est vraiment. Tu vois, on est conditionné. Et donc, du coup, c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, parfois, c'est pas toujours déconstruire, c'est faire avec. Ok, tu vois, c'est ok, ok, on met la note. C'est pas une question de débat, plus de notes ou pas de notes. On peut faire avec, on peut faire sans. Pour moi, c'est plus comment on le fait intelligemment pour que ce soit utile. Ce qui est utile si je peux évaluer par compétence avec des notes. Mais dans ces cas-là, il faut que ma note, elle soit sur une compétence. Intéressant. Ouais, intéressant. Donc, si j'évalue la compétence, je reprends mon exemple, être capable d'utiliser les marques de pluriel,
par exemple, non, être capable, même plus précis, faut être capable de mettre un nom au pluriel dans un groupe nominal. Mmh. Là, je peux mettre une note. C'est pas, enfin, tu vois, ça va me donner un repère. Ouais. Mais je sais que ce sera une note pour ça. Par contre, si je commence à aller mélanger ma note, à faire une évaluation où il y a un peu de mettre un nom au pluriel et puis un peu de verbe aussi, et puis un peu de je sais pas quoi, qui a un peu de tout, de la grammaire, du vocabulaire, du je sais pas quoi dans mon évaluation, et que j'ai une note globale, elle me sert à rien cette note. Elle me C'est dit clair. pas ce que j'ai réussi à faire, ce que j'ai pas réussi à faire, là où j'en suis, etc. Donc Ouais. voilà. Pour moi, c'est pas forcément un sujet de note ou pas note. C'est OK. voilà. OK, trop bien. Tu prépares des gens à des concours et c'est vrai que Mmh. ce podcast, on parle beaucoup de ça. Moi, tu sais, j'ai un bootcamp dans lequel, en fait, j'enseigne de la méthodologie parce que je suis convaincu d'une chose. Tu vois, j'ai préparé des gens à plein de concours, tu vois, de la fonction publique, pas que l'enseignement. Et pour moi, c'est avant tout et fondamentalement une question de méthodologie. Si tu sais pas apprendre, tu as beau avoir la meilleure prépa du monde, tu vas pas t'en sortir dans tes cours. Si tu ne sais pas exprimer ce que tu veux exprimer, si tu ne parles pas la langue du jury, tu auras beau dire ce que tu veux, ça ne passera pas, etc., etc. Tu vois? Et ça, j'en suis convaincu et c'est ce pourquoi je milite. Là, on est en janvier et il y a des gens qui commencent à être en PLS dans leur vie parce que les échéances des écrits arrivent. D'ailleurs, j'ai une candidate qui a passé ses épreuves cette semaine et je l'embrasse très fort si elle m'écoute. Est-ce que tu aurais je ne vais pas dire des tips, mais un conseil à donner à des personnes qui, voilà, se sentent un petit peu en retard, qui ont un petit peu la pression qui monte vis-à-vis du concours qui approche. Je ne sais pas si toi, si ça t'arrive, j'ai vu que c'était dans tes offres Mmh. d'accompagner des personnes à l'obtention je crois que c'était le cas, Le CAFIPEMF, mais je le fais cas aussi suprême, ouais. certains CRPE aussi. Ouais, tu fais certains CRPE, puis on est dans une prépa ensemble Mmh. à ce niveau-là. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces gens qui nous écoutent et qui sont au bout de leur vie? Au bout de la vie. Des fois, les conseils, dans un premier temps, ils rassurent pas, faut les digérer un peu. Parce que les gens, ils voudraient, pour se rassurer, un truc clair et Le hack précis. qui va Voilà, le qu'est-ce truc que je game dois changer, faire? Voilà, est-ce que je dois faire ça, ça, c'est ça, ça. ça, ça? Et quand je leur dis, enfin hier, je disais, j'avais un mentorat justement, quelqu'un qui passe le CRPE, OK, et j'en ai. et je lui disais, mais en fait, tu sais que quand bien même tu aurais 4 ans pour préparer le concours, devant toi, tu verrais pas tout. Mais c'est vrai et d'ailleurs, c'est pas ce qu'on me demande. Voilà. Et du coup, c'est plus comment je fais avec ce que je sais déjà, les informations qu'on me donne, et comment je deal with, tu vois, comment je fais avec ça, et avoir la certitude de pouvoir s'en sortir. On parlait des oraux à ce moment-là, mais en fait, pour moi, c'est surtout comprendre le sens et l'enjeu de l'épreuve. Qu'est-ce qu'on vient chercher là sur cette épreuve? Qu'est-ce qu'on Mmh. veut savoir de moi? Est-ce Mmh. qu'on veut savoir si j'ai vraiment toutes les compétences? Alors après, si on était sur un concours où il faut connaître des normes bien précises, je sais Ouais, pas, bien de sûr, ça. sécurité, machin, Mmh. ça, bien sûr qu'il faut les connaître. Bien sûr. Qu'il faut essayer d'en connaître le maximum. Mais si on Mmh. est sur un concours, voilà, à partir du moment où c'est de l'étude de documents, des trucs de synthèse, machin, qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qu'on essaye de voir comme compétence, et de se raccrocher à ça? Ça permet aussi de reprendre confiance. Ok, voilà, j'ai une capacité de raisonnement, de compréhension, comprendre. Ouais, je pense qu'il y a surtout cette idée de comprendre les enjeux des épreuves. Mmh. Si on n'a Ouais. pas compris ce qu'on vient chercher, ce que le jury vient chercher dans l'épreuve, et souvent c'est là qu'il y a une incompréhension, et sur les oraux notamment, où du coup ça sert à rien d'essayer d'être dans la tête du jury ou de faire la réponse parfaite, parce que, à part sur un détail bien précis, si on te demande comment s'appelle le nom de tel truc, machin, là on t'attend de voir si tu sais le nom, mais sinon les gens parfois ils savent même pas quelle réponse ils attendent. Enfin, Mais c'est vrai, mais exactement, mais c'est vrai.
C'est vrai, j'envoie une bouteille à la mer et il voit si ça va être pertinent ou si alors le mec va me faire un hors-sujet ou alors un truc éliminatoire. Mais tu sais, moi j'adore cette question quand je fais passer des zéros. C'est alors voilà, vous avez ce chapitre-là, mais pourquoi on demande tout ça à un élève en fait? Et l'idée, c'est vraiment de prendre du recul et pas de dire oui, parce qu'on attend qu'il maîtrise telle notion. Non, bah, c'est parce que voilà, on veut développer un petit peu son esprit critique, augmenter sa citoyenneté, faire renforcer le sentiment d'appartenance à l'école. Enfin, il y a plein de trucs en fait. Et j'adore là parce que tu viens de parler de qu'est-ce qu'on attend de toi au fond. Bah, en fond, on attend de toi deux choses, je pense, et ça c'est vrai pour les oraux. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais moi je dis souvent à mes candidats, on va se poser deux questions à l'oral, hein. Est-ce que je lui laisse une classe et est-ce que je veux le voir en salle des profs? Tu vois, c'est Non, je précise même, est-ce que je lui laisse c'est mon des élèves enfant. et est-ce que je veux le voir en salle des profs dans 3 mois? Ouais, exactement, dans 3 C'est, mois. dans 3 mois, Exactement, parce qu'au moment où on passe les oraux, c'est ça l'enjeu. C'est est-ce que exactement. je le vois dans une classe dans 3 mois? Pas Mmh, est-ce qu'il sait tout? Non, c'est mmh. pas ça qu'on attend. On sait très bien que même enfin que même En des externe, quoi, en plus. enseignants qu'on des années derrière eux, personne ne sait tout. Tu vois? Hem, mais c'est ça. C'est exactement ça. Quand on a compris ça, du coup, on peut se positionner Mmh. autrement. Ouais. Et que la façon dont on prend les questions, dont on accueille les questions, comment on raisonne, ça, c'est ce qu'on donne à voir. En fait, et du coup, Mmh. tout ça, je trouve que ce qui a à travailler, c'est qui je veux donner à voir dans ma façon d'être et dans ma façon de répondre et dans ma façon de comprendre les questions. C'est ça. Voilà. Et du coup, c'est trouver le juste milieu, enfin pas avoir trop de certitude et encore cette flexibilité, être capable de, on pense les choses d'une certaine manière, mais être Mmh. capable de switcher quand, voilà. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Moi, j'ai un ami qui passait le concours et à la fin de sa présentation, il lui a dit, «Bah, vous avez fait un hors sujet». Donc lui, il était dépité et finalement, à travers les questions du jury, il a réussi à rebondir, il a eu 18. Parce que justement, ils ont vu, bah, un terme que tu aimes beaucoup, sa flexibilité, tu vois? Sa capacité à être flexible et je pense que en plus, on va pas se mentir, c'est un exercice où surtout l'oral, c'est un peu théâtralisé. C'est-à-dire que, bah, l'idéal, c'est, de montrer comment je me vois dans ma salle de classe et de permettre à mon jury de se projeter dans la vision que j'ai du cours que je vais proposer et cetera et Mmh. cetera. Et donc, bah, pour ça, il faut faire preuve de créativité aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de profs qui pensent que leur personnalité doit absolument être bafouée, lorsque, je passe un oral parce qu'il faut être fonctionnaire et cetera, mais pas du tout, en fait. On a besoin de voir des individualités parce que, bah, moi, je suis convaincu d'une chose, mes élèves ne vont pas retenir le savoir disciplinaire que je leur enseigne. Ils vont surtout, retenir, ben, les émotions, les moments, les anecdotes de vie, surtout à mon âge, tu vois? Avec des lycéens et cetera, qui vont retenir les retours que j'ai de mes élèves, c'est beaucoup ça. Monsieur, je retiens, telle histoire, monsieur, je retiens telle anecdote et cetera et cetera. Donc ouais, merci pour ces conseils. Trop bien, Émilie. Par rapport à Ouais, l'oral, je suis vraiment d'accord avec toi. ouais. Et il y a un autre truc aussi que j'aime bien donner de l'envers du décor aussi, c'est que faut se dire qu'en face de soi, dans le jury, on peut avoir des gens qui sont, quel que soit le concours, hein, qui sont pas forcément à l'aise avec le sujet. Des fois, tu dans le jury, tu vois le sujet, c'est pas toi qui l'as conçu, tu dis: «Oh là là, c'est quoi ce truc?» Mmh. heu Je suis d'accord avec toi. Tu vois, tu peux avoir un sujet, tu pas à l'aise, tu l'aimes pas, tu pas les documents qui ont été choisis. Mmh. Tu peux avoir aussi un jury qui ont pas enfin 2 jurys qui ont pas du tout, la même façon de voir les choses et Exactement, donc ça m'est dans arrivé. voilà donc faut enfin si je dis tout ça, c'est pour lutter contre cette, croyance de la pensée unique. Ouais. Il y a une réponse, une façon de faire et cetera et le surpris, il accepte et le jury en général, il accepte d'être surpris. Mmh. Voilà, on peut toujours tomber sur des gens pas flexibles et cetera et ça on le maîtrise pas et c'est un truc que je dis aussi à toutes les personnes que je prépare, notamment sur les jurys du CAFIPEM, c'est, en fait, comme on peut pas savoir ce qu'on va apporter, si ça va plaire ou si ça va pas plaire et la même proposition Mmh. peut plaire à certaines personnes et pas à d'autres. Mmh. Donc on peut pas avoir une batterie de propositions en tête exhaustive qui plaira à tout le monde. Le seul truc c'est d'être droit dans ses bottes, c'est-à-dire de se Mmh. dire ce que je propose, même si ça plaît pas, même si c'est pas bon, j'assume. En fait, Ouais, c'est ça. je sais pourquoi je le fais. Je le fais pas parce que je pensais. Il y a rien de pire que de faire quelque chose en inspection
en concours, en examen, de faire quelque chose parce qu'on nous a dit que ça plaisait au jury, Exactement. Ça se ressent de toute façon, donc alors qu'on n'y croit pas ou qu'on le comprend pas. mmh. Et après, si on tombe sur parce que du coup, si on fait ça et qu'on tombe sur un jury qui est pas du tout là-dedans et qui va nous chercher sur l'inverse, on sera dans l'incapacité Exactement. de justifier. On va se sentir trop mal. Alors que Mmh. si tu fais un truc qui plaît pas au jury, mais tu sais pourquoi tu l'as fait, tu vois, Mmh. et ben du coup, quand le jury vient te chercher un peu, tu connais ton processus, donc tu arrives à dire ah ok, ben j'avais vu les choses comme ça, mais effectivement maintenant que vous me dites ça, peut-être qu'on peut voir les choses autrement. Ou Mmh. pourquoi je l'ai fait comme ça, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit que tac 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 et tac, mais finalement vous m'apportez un nouvel argument ou une nouvelle donnée. Donc avec cette nouvelle donnée, voilà, je change d'avis. Mmh. Ouais, je suis vraiment d'accord et aussi, il faut pas oublier une chose, moi, que j'aime bien dire à mes candidats, c'est que, bah, malgré tout, le jury, déjà, bon, il est perfectible, mais surtout, vous avez des connaissances qui sont beaucoup plus fraîches qu'eux, hein et enfin, je veux dire, le jury, son but dans la vie, c'est pas de plonger dans les savoirs théoriques, et dans les réformes toute leur vie. Moi, je connais des personnes que j'ai pu accompagner, il y a de ça des années et cetera, qui sont devenus jury, par exemple, au CAPET. Alors pour l'agrégation, c'est moins vrai parce qu'on a des maîtres de conférences et ils sont vraiment, c'est des sommités dans leur domaine et cetera. Mais par contre, pour le CAPET, le CAPES, et cetera, voilà, même le KPLP, pour connaître certains jurys, bah, les candidats ont beaucoup plus de connaissances en réalité parce que c'est frais dans leur tête, et cetera. Donc, ne pas hésiter à apporter de la créativité, à assumer ses positions, mais aussi d'être à l'écoute et de pas avoir des idées tranchées. Surtout, je pense surtout dans des cas parce que tu vois, je sais pas, enfin, en tout cas, au CAPET, c'est comme ça et au CAPES ou au PLP, c'est que tu présentes ta leçon, après on te pose des questions sur des cas d'élèves et je pense que c'est à ce moment-là, alors faut pas non plus marcher sur des œufs, mais il faut toujours avoir une vision proactive de ce que je vais proposer. Je propose telle chose parce qu'en amont, il y a eu ça et après, il y aura ça et qu'est-ce que je fais de la situation, et cetera. Et là, la pire des choses à faire, et tu l'as très bien dit, ça va être d'avoir des idées tranchées. Et pour moi, ça peut être carrément éliminatoire, tu vois. Je te donne un exemple Ouais, très ouais. concret. J'ai préparé quelqu'un au concours des finances publiques et je lui pose la question, bah écoutez, vous arrivez sur votre CIP, enfin voilà, le service d'impôt particulier, vous êtes inspecteur, la porte est fracturée, qu'est-ce que vous faites? Ben, je rentre pour voir s'il y a quelqu'un, c'est éliminatoire en fait. C'est éliminatoire parce que bah, tu mets ta vie en danger, tu peux mettre la vie des autres en danger potentiellement. Et donc, c'est ça, avoir une démarche proactive, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant, donc qu'est-ce qui a amené à cette situation, qu'est-ce que j'en fais, etc. Quoi, tu vois. Et là, ça m'amène ce que tu dis à mettre en mots quelque chose, c'est que il y a beaucoup de questions dans les jurys qui sont pas des questions courtes, des questions qui attendent des réponses courtes. C'est des questions qui demandent de développer et de penser Exactement. à voix haute. En fait, c'est pas des questions que pensez-vous de nanana et c'est la réponse ça va pas être ben c'est ça. La réponse ça va être alors dans la situation que vous me donnez, il y a tel élément et tel élément, on pourrait faire tel choix ou tel choix. C'est ça. Ce que je sais pas, c'est si ça, 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 ça. Par contre, je sais que ça, 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 ça. Du coup, là, a priori, dans ce cas-là, je choisirais telle option. Et donc, c'est des réponses longues parce que, en fait, et moi, je me souviens d'un candidat au CRPE Mmh. où on posait des questions. Toutes les questions, il s'obligeait. Je sais pas s'il s'obligeait, s'il le pensait vraiment ou si Mmh. il s'était dit que c'était ce qu'on attendait. Mais en tout cas, il avait une réponse tranchée pour tout. Ouais, j'en ai eu un comme ça. Par exemple, vous, là, vous nous parlez d'étapes de multiplication. Vous avez un élève du coup qui connaît pas ces tables de multiplication. La réponse, bah il faut qu'il les apprenne. C'était en devoir. Ouais, il faut la paix dans le monde aussi Voilà, et voilà, tu vois. faut qu'il les apprenne. Oui, mais s'il les a pas appris, ah du coup, enfin, Ouais, ben s'il les a pas appris, je peux je pas peux grand rien chose faire, quoi. quoi. Je peux rien Ouais, faire. ouais, Bon c'est voilà, clair. du coup, alors que c'est des questions qui demandent de développer, d'avoir des idées. Tu disais d'être proactif, d'être créatif, de Mais se l'enjeu, il est là justement, il est là voilà, de se l'enjeu. dire OK, parce qu'on n'a pas toujours les réponses et même si j'y ai pas Mmh. pensé avant et que je l'ai pas trouvé dans un livre, de me dire bon si j'étais en face de quelqu'un qui a pas appris quelque chose, comment je l'aiderais? C'est mon pote, il doit apprendre un truc, comment bon dans ce cas-là, peut-être que je pourrais mettre en place telle ou telle chose, peut-être que je pourrais lui proposer des outils, peut-être et c'est une réponse avec plein de peut-être. Ouais. Et c'est ça, en fait, souvent qu'on attend dans un jury. C'est Mmh. d'être capable de faire des peut-être, de faire des prédictions, d'imaginer des choses, même quand c'était pas prévu. Parce que la Mmh. classe, en vrai, on parlait de cette gestion de classe, c'est que des trucs comme ça.
Exactement. C'est c'est tout le temps. Bah oui, j'ai prévu de faire de faire ma séance, de lire un texte. J'arrive avec mes 30 livres et les élèves font: «Ah, on l'a lu l'année dernière!» Bon, bah, qu'est-ce que je fais? Non, mais c'est ça, tu en parlais, hein, J'arrive, tout à l'heure. Tu c'est parlais de ça. ça tout à l'heure, Émilie, tu vois? Tu disais, dans un concours justement, on te demande pas tout d'apprendre, mais voilà, de faire avec ce que tu as. Bah, je pense que notre métier, c'est ça, en fait. C'est d'emmagasiner certes du savoir et certes des compétences et à travers le encore une fois, cette idée de feedback que je peux recevoir du public, de leur état, enfin des du contexte de la salle, enfin et c'est pour ça que moi je le dis toujours, mais l'entrée en salle, c'est un sas, c'est un instant pédagogique super important, l'entrée en classe. Parce qu'il peut enfin voilà, il peut avoir tellement de situations au préalable que moi, c'est un moment d'analyse super important Mmh. et bah, justement, ça remet en cause parfois ce qu'on a prévu et justement cette, approche flexible, tu vois? Et ouais, je suis vraiment d'accord avec toi et c'est pareil pour le concours, quoi, tu vois? Parce que notre métier est fait de ça finalement, tu vois? Notre métier est fait d'imprévus, je pense. Mmh. Et j'ai une question à te poser. Vas-y. Est-ce que ça te manque d'être prof? Parce qu'aujourd'hui, tu es formatrice à plein temps. Ça fait, 10 ans maintenant que, bah, tu t'es mis à plein temps sur cette activité de coach et de formatrice. Est-ce que ça te manque parfois? Est-ce que tu te vois retourner en classe? Même si attention, hein, tu visites des classes, enfin voilà, tu es encore Ouais. sur le terrain. Alors ça fait 10 ans que je suis formatrice, mais donc ça fait 5 ans que je suis coach. D'accord, OK. Voilà, ça fait 5 ans que je suis coach et pendant un moment, je faisais les 2. C'est-à-dire que ça fait 1 an et demi que j'ai quitté l'éducation nationale, Ah donc ça d'accord, fait OK, ouais, OK, autant pour moi. Ça te donc manque? donc la classe que j'ai quittée en 2020, hem, Pleure pas, mmh, hein. non, je vais Facile pas en pleurer. non, pleure si tu veux, en fait. Non, 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 je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer. Non, en fait, j non, dans le si la réponse est: «Est-ce que j'ai envie d'y retourner?» A priori, pour le moment, c'est non. Je me ferme la porte à OK. rien, hein. Des fois, je me dis même: «Ce serait trop rigolo que je repasse le concours un jour, Ah, tu as ça me ferait démissionné trop carrément? marrer», hein. Tu Ouais, as démis j'ai une rupture conventionnelle, ouais. Ah pardon, une rupture conventionnelle. Ouais. OK, OK, OK. Donc du coup, si un jour je veux retourner en classe, bah, va falloir que je repasse le CRPE comme tout le monde. Donc ça serait trop drôle, ça me ferait vraiment, vraiment bien rire. OK. Mais bon, c'est pas un projet en tout cas. Hem, Moi, en fait, et c'est dans moi, ce qui me plaît, c'est de faire réfléchir, de faire grandir, de concevoir, d'accompagner, et cetera. Ça, je l'ai toujours. Donc je suis pas, en manque de ça. Ce qui peut me manquer, c'est peut-être la relation aux enfants, OK. aux jeunes, tous les moments informels qui sont pour moi justement hyper importants, qui font partie du truc où on apprend à se connaître, où voilà, enfin moi j'adore quand je vais en faire des observations dans des classes, je parle avec les élèves, Ça, voilà. c'est génial, hein. Donc heu, donc ça j'adore. Ouais, peut-être ce serait ça. Après, des fois, en fait, c'est sur des petits sujets, tu vois? Des petits sujets, des petites séances. Quand on me parle de certaines séances, il y a des séances que j'adore mener, enfin, faire une séance d'étude de la langue ou même faire une séance de PS, OK. ou les séances voilà. Mais ça me comble de les vivre, ça me va aussi de les vivre, de loin, par procuration, Par procuration, c'est ça. Ah, ah! OK, super, voilà. trop bien et tu nous as parlé d'un livre, c'est quoi la suite pour toi? Donc, tu penses sortir ça quand? Et c'est quoi la suite pour toi, globalement, Émilie? Alors, bah, mon 2e livre, «Enseigner selon son profil, mieux se connaître pour mieux enseigner», ce sera ça le titre, C'est entier, stylé, hein. et il sort le 20 février, OK, trop bien. donc bientôt. Là, il est parti la semaine dernière, à On entretient. l'impression, j'ai fini de voilà, donc Trop bien. pour moi, c'est un peu en complément de l'autre livre. C'est-à-dire que, Mmh. tu vois, ce qu'on se disait dans l'autre livre, je grattais un peu ce qu'il y avait derrière la gestion de classe. Mmh. Sans donner de recette miracle, hein, mais un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui, il y a un peu de tout ça dans le premier livre. Et là, le second livre, il a un peu plus d'emprunt de ma casquette de coach. OK. Hem, je pense avec, tu vois, enfin, des expériences aussi de coaching, pour vraiment avec cette idée de développer de la connaissance de soi et de prendre conscience aussi de ce qui nous anime, Mmh. dans l'enseignement, voilà. OK. Après, ben, pour moi, la suite, c'est continuer d'accompagner, les profs, mais pas que, parce que j'accompagne Ouais. en réalité,
je ne suis visible que là-dessus, mais le coaching professionnel, je peux accompagner n'importe quelle dimension professionnelle, pas Ouais. seulement des dimensions problématiques d'ailleurs. Quelqu'un qui veut avancer dans sa carrière, qui veut changer de carrière, qui veut changer sa pratique, qui veut rétablir son équilibre vie pro vie perso. Enfin, Mais tout tu ce qui parles de tourne. reconversion sur ton contenu aussi, hein, j'ai Ouais. vu ça. Mais après, c'est pas, enfin, j'œuvre pas, je suis pas spécialisée dans la reconversion. Je peux l'accompagner si c'est un sujet qui vient, mais c'est pas je suis pas nichée là-dedans. Donc Bien sûr. voilà, je peux accompagner des gens dans reconversion vers le métier de prof. Je peux accompagner éventuellement des gens qui veulent quitter le métier de prof ou d'autres métiers d'ailleurs. Mais en fait, voilà, c'est à partir du moment où il y a un sujet professionnel qui mérite de prendre du recul, voilà, d'analyser. Donc ça, c'est sur les accompagnements individuels. Je fais du mentorat aussi, où là, je suis plutôt avec casquette un peu plus d'expert, où on va vraiment gratter, analyser la pratique, etc. Je suis formée aussi au co-développement. Ça, je vais Ok. bientôt proposer des ateliers, donc intelligence collective, réfléchir à plusieurs, Stylé. voilà. Et puis voilà, la formation, j'interviens dans des organismes de formation, les compétences psychosociales, la pédagogie. Donc si vous êtes dans des établissements pour le coup privés, parce que dans le public ils ont déjà leur offre de C'est ça. formation, eh ben vous pouvez me solliciter. Avec grand plaisir. C'est génial, tu vois, parce que tu es la preuve, et je pense aussi être la preuve. Il y a beaucoup d'enseignants qui ne réalisent pas combien ils pourraient faire plein de choses à côté. Et moi, je reçois beaucoup dans ma newsletter de retours de personnes qui me disent bah, j'ai envie de me lancer, mais je ne sais pas comment, etc. Mais en réalité, devenir enseignant, c'est une école extraordinaire pour, je trouve, hein, pour faire des choses à côté. Alors, bien évidemment, pour l'entrepreneuriat, etc., je pense qu'il faut aussi savoir se faire accompagner, savoir se former à ça. Mais en réalité, on peut avoir plein de casquettes parce que notre métier, par essence, nous impose d'avoir plein de casquettes. Et tu es la preuve, encore une fois, qu'on peut Ouais. faire plein de choses. Donc, bravo à toi, Émilie. Vraiment. Merci. Et c'est rigolo parce que c'est la conclusion de mon premier livre là sur la gestion de classe, Ok. où je dis on a parfois l'impression qu'on ne sait faire que ça, enseigner, alors qu'en fait on sait faire tout ça parce que il n'y a pas beaucoup d'autres métiers. Si on faisait la fiche de poste de l'enseignant et de toutes les compétences qu'il a, ne serait-ce que sur la gestion de classe, eh ben Ouais, je on suis se rendrait compte que dans certaines boîtes, il y a plusieurs personnes pour faire ça. Ouais, je suis vraiment d'accord. À 1000%. Moi, c'était la danse aussi qui m'a permis d'avoir plein de casquettes avant ça. Je tiens à ce que je voudrais vraiment que tu saches que c'est le podcast le plus long qui a été fait depuis. Je me suis demandé si tu allais le monter, le couper. Il n'y aura absolument aucun montage. Il y aura, ça sera, on est vendredi, ça sera en ligne dimanche. Enfin voilà, c'est très rapide. Il y a un petit peu de post-prod très rapide. Mais voilà, moi, mon leitmotiv, c'est de faire des choses efficacement pour les publier efficacement. Et voilà, parce que sinon, je ne publie pas, tu vois. Genre là, j'ai mon vlog à faire de Marseille. Rien que d'appréhender le montage et tout fait que je suis en train de procrastiner ce truc-là. Et donc voilà, donc non, ça sera en ligne très rapidement. Donc bravo, on a le podcast le plus long sur mon podcast, quoi. Merci beaucoup, c'est une belle perf. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je mettrai les liens en dessous, hein, Émilie, mais où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, on peut me retrouver sur mon site mestrucsdeprof.fr pour le podcast ou mes trucs de coach pour le coaching.fr, sur les réseaux LinkedIn, Émilie Le Fatan, Instagram, mes trucs de prof coaching, après Facebook aussi, j'y suis mais pas hyper active, voilà. Et puis si on veut m'écrire, contact@mestrucsdeprof.fr. Ouais, partout, c'est mes trucs de prof, quoi. De toute façon, on mettra les liens voilà. en dessous. De toute façon, voilà, genre, en gros, si on tape mes trucs de prof, on me trouve. Et puis, ton livre, Gestion de classe, le prochain qui arrive le 20 février, toujours aux éditions de l'Opportun, toujours? Ouais, des éditions d'étudiants de l'Opportun. Enseigner selon son profil. Mieux se connaître pour mieux enseigner. Et je crois qu'il est déjà en prévente. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas. On se fera un plaisir de dire ça. En tout cas, moi, j'ai eu un énorme plaisir à ce que tu viennes dans le podcast. Je te remercie d'avoir accepté. Merci pour l'invitation. Ça me fait trop plaisir pour ce vendredi là. Finir la semaine en papotant, c'est une de mes activités favorites. Donc ouais, j'ai vu ça, mais en plus tu le fais bien. Et ce qu'il y a de trop drôle, c'est que ça s'est fait vraiment sur le tas. Je crois qu'on en a parlé au mardi. On s'est envoyé un message. Ouais, ou dimanche. Tu viens dans le podcast? Ouais, vas-y. Je t'ai dit, mais il faudrait qu'on se fasse un podcast, Amy. Tu m'as dit, bah vas-y,
Et puis ça s'est fait la semaine juste après. Tant mieux et franchement, je suis vraiment ravi. Merci beaucoup, Émilie. Je te laisse le mot de la fin si tu veux dire un petit truc. Eh ben, merci à tous. Et puis, au plaisir de lire vos retours, vos commentaires, d'échanger avec vous. Voilà. Et puis, merci vraiment pour cette invitation et cette bonne ambiance, cette bonne humeur là. Super chouette. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.